Bonjour à tous. La semaine dernière, Benoît Hamon a été auditionné par la mission d'information sénatoriale sur les rythmes scolaires. Objectif des sénateurs, évaluer la mise en place de la réforme qui a été initiée par Vincent Peillon. Le passage de la semaine de 4 jours et demi qui a déjà débuté dans 4000 communes en septembre 2013 et qui devra s'élargir à l'ensemble de la France en septembre 2014. La semaine dernière, Benoît Hamon, nouveau ministre de l'Éducation, a annoncé un décret complémentaire assouplissant la réforme avec notamment la possibilité de regrouper toutes les activités préscolaires dans une demi-journée par semaine et d'éventuelles journées à l'école de plus de 6 heures. Mais voilà, hier, nous avons appris que le Conseil supérieur de l'éducation, qui rassemble des représentants de parents d'élèves et des représentants de l'éducation nationale, n'avait pas apporté son accord à ce décret complémentaire. Voilà, tout de suite, retour à cette audition qui s'est tenue la semaine dernière, le 30 avril, au Sénat. Monsieur le ministre, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous procédons aujourd'hui à la dernière audition dans le cadre de nos travaux sur la mission commune d'information dont le thème c'est la réforme des rythmes scolaires. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu au Sénat. Un grand merci à vous, un grand merci de la part de l'ensemble des membres de cette mission commune d'information, les 33 membres, de votre présence, d'avoir accepté cette audition, puisque nous sommes quasiment à la fin de nos travaux. Avec le Premier ministre, M. Manuel Valls, vous avez décidé d'assouplir le cadre réglementaire pour qu'il s'adapte aux expérimentations du terrain, en ouvrant la possibilité d'expérimenter des rythmes scolaires plus souples, à condition qu'ils soient conçus pour l'intérêt de l'enfant. Je me réfère à un article paru dans Le Monde le 25 avril 2014. Votre objectif, qui est également le nôtre, Monsieur le ministre, c'est de permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, de bien apprendre, de mieux apprendre à l'école et donc de pouvoir réussir. Nous partageons totalement cet objectif. Vous affirmez également dans la même interview que les aménagements que vous proposez répondent aux difficultés d'organisation qui vous ont été remontées par certains acteurs locaux. Je vous cite. Or, Monsieur le ministre, la mission commune d'information sur la mise en œuvre des rythmes scolaires a été créée en octobre 2013. Madame Cartron en est le rapporteur, moi-même la présidente. Avec les 33 membres de la mission commune d'information, nous avons procédé à une longue série d'auditions, 12 séances de 3 à 4 heures chacune, de novembre 2013 à avril 2014. Cette phase nous a permis d'entendre, nous, tous les acteurs de la réforme. L'objectif est de répertorier les difficultés et les blocages et proposer des solutions, le cas échéant. Je regrette à ce jour que nous n'ayons pas eu le temps de présenter plus tôt ce rapport. J'aurais souhaité le présenter d'ici le mois de mars. Cela n'a pas été possible parce qu'il nous fallait encore introduire des déplacements. Mais je pense qu'il aurait été opportun de le présenter plus tôt. Cela aurait permis, évidemment, Monsieur le ministre, à vous-même et à vos services de vous en inspirer largement pour la mise en œuvre du décret modificatif, enfin de l'assouplissement que vous proposez. Nous avions également demandé, dès le mois de février, à votre prédécesseur, Monsieur Peillon, de répondre à un ensemble, enfin de tenir compte d'un ensemble d'une dizaine de questions qui formulait en fait l'ensemble des problématiques que nous avions pu mettre en évidence. Et nous n'avions malheureusement aucune réponse. Je voulais vous remercier, Monsieur le ministre, puisque nous avons obtenu ces réponses il y a 2 jours de cela. Et j'ai la faiblesse de croire que peut-être quelques-unes de ces questions et des réponses que vous avez pu y apporter ont pu vous aider à élaborer les assouplissements que vous nous proposez. Voilà les propos introductifs. Monsieur le ministre, je vais vous donner la parole. Ensuite, au niveau de la méthodologie, Madame le rapporteur vous posera des questions auxquelles je vous convierai à faire des réponses. Et ensuite, je donnerai la parole à l'ensemble de mes collègues pour un échange questions-réponses, si vous en êtes d'accord, Monsieur le ministre. Parfait. La parole est à vous. Madame la Présidente, merci beaucoup. Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Vous avez dit, et je serai évidemment très attentif au travail qui a été le vôtre, vous avez dit
avoir pu prendre le pouls de tous les acteurs sur la question des rythmes scolaires. Je reconnais volontiers que ceux avec lesquels j'ai été en contact, pour l'essentiel, étaient ceux qui n'étaient pas contents. Et pour ce qui me concerne, j'ai davantage parlé, à mon initiative en particulier, à un certain nombre de maires, d'élus qui m'ont manifesté des difficultés, la plupart du temps, je le dis, de très bonne foi, des difficultés, des questions, des interrogations sur la portée des assouplissements que nous envisagions, la réalité du terrain qui était la leur, la mémoire des expérimentations qu'ils avaient pu mettre en œuvre avant la réforme d'Arcos, parce qu'il y en existait de nombreuses qui ont été rendues difficiles, voire impossibles par la réforme d'Arcos. Il y avait là des questions qui étaient des questions légitimes que j'ai voulu écouter. Je voudrais revenir cependant, et vous l'avez évoqué vous-même, au point qui fait consensus entre nous. C'est que l'école française, et notamment l'école primaire, ne remplit plus sa mission aussi bien que nous le souhaiterions tous en matière d'apprentissage fondamentaux, et cela se mesure à l'entrée en sixième par une dégradation des capacités qui sont celles de nos enfants à maîtriser les apprentissages fondamentaux en matière de calcul, en matière d'écrit, d'oral, de lecture. Et c'est là une difficulté qui explique plus tard le décrochage, qui explique que notre pays soit recordman dans l'OCDE en matière d'inégalité sociale. Le Premier ministre avait évoqué dans sa déclaration de politique générale combien le discours politique pouvait s'apparenter aux yeux de beaucoup de Français à une langue morte. Mais quand la promesse républicaine d'égalité est aussi communément partagée par nous tous et irrigue régulièrement nos discours politiques, et que dans l'école de la République se niche une reproduction sociale aussi forte, des inégalités sociales aussi dures, qu'elles font de nous le pays recordman d'Europe en matière d'inégalité sociale, au sens où l'origine sociale s'attache au destin scolaire des enfants. C'est là une question qui est posée évidemment à tous les élus de la République que nous sommes, et au premier chef au ministre de l'Éducation. Le travail qui est le mien, il d'abord se concentre sur le temps scolaire. Et mon prédécesseur avait eu l'occasion, à juste titre, de le rappeler quand il était ministre de l'Éducation. Nous considérons aujourd'hui qu'au regard du nombre de jours travaillés et scolarisés, au regard de ce qui était la lourdeur des semaines, nous n'offrons pas aux enfants de la République les meilleures conditions en termes d'apprentissage. Nous n'offrons pas aux professeurs des écoles les meilleures conditions pour transmettre des connaissances et pour permettre qu'à l'issue de l'école primaire, nos enfants disposent des capacités optimales pour chacun d'entre eux, selon leurs différences, leur qualité, leur sens de l'effort, les meilleures chances de pouvoir disposer de ces apprentissages fondamentaux. C'est la raison pour laquelle, à partir du consensus qui avait été bâti notamment sous le précédent gouvernement et sous l'impulsion du ministre Luc Chatel, nous avons souhaité mettre en place, sous la forme d'un décret, une organisation du temps scolaire pensée autour de 9 demi-journées et d'un principe on va dire magistral en quelque sorte, celui de 5 matinées travaillées, 5 matinées, car nous savons que les pics de vigilance ont lieu entre 9h et 11h le matin, et que ce sont les moments où nos enfants sont les plus concentrés, donc les plus en capacité de pouvoir apprivoiser et ensuite maîtriser ces apprentissages fondamentaux. Autour de cela et de cette réforme qui s'est engagée, qui a connu une première année de mise en œuvre avec près de 4000 communes, 1 300 000 écoliers qui aujourd'hui sont au nouveau rythme scolaire, nous avons pu avoir là, non pas un théâtre d'expérimentation, parce que ce n'était pas l'objectif, mais une mesure aussi, une évaluation du bien fondé d'un certain nombre de nos choix. Moi, il ne m'appartient pas de dire, quand on me dit « ça ne se passe mal », si c'est légitime ou pas, si les arguments sont de bonne ou de mauvaise foi. Quand un professeur me dit « c'est pas bien », pas à moi de dire est-ce qu'il est de bonne foi ou pas. Quand un parent d'élève me dit « ça m'a bouleversé ma journée, vous ne vous rendez pas compte, monsieur le ministre », c'est pas à moi de dire si c'est bien fondé ou pas. Il m'appartient de tenir compte de la réalité et de ne pas être dans le déni. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des résistances qui ont pu être exprimées par un certain nombre de professeurs,
sur le fait que ce mercredi matin qu'il fallait travailler, modifier leur propre organisation de vie, l'articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, sur la nouvelle organisation que cela supposait pour certains parents d'élèves. Eh bien, au-delà de ça, ce qui est intéressant dans cette première année, et qui se vérifiera, je l'espère, sur le temps long. La particularité de l'éducation, vous le savez bien, Madame la Présidente et Madame la Rapporteure, c'est qu'elle s'accommode assez mal de ce qu'est l'ère du temps, parce que l'ère du temps, c'est le court terme, et qu'il est très difficile en matière d'éducation d'avoir des résultats au mois le mois. Mais ce que nous disent les professeurs qui ont expérimenté la nouvelle organisation du temps scolaire, c'est que sans nier les difficultés pour eux-mêmes et l'embarras que cela a créé pour certains d'entre eux, ils reconnaissent, pour leur immense majorité, que l'impact sur les enfants, sur la concentration, et notamment la concentration des élèves qui ont le plus de difficultés au départ, l'impact est positif. Alors, on n'est qu'au terme d'une première année, on aurait pu aussi construire un panel de ceux qui, avant la réforme d'Arcos, avaient déjà une organisation du temps scolaire assez semblable, il en existe beaucoup, à gauche comme à droite. Et moi, je me réjouis de voir que sur ces sujets-là, on entend, les prises de parole vont au-delà des réflexes partisans, comme on dit, mais on a là une première mesure qui est tout à fait positive de cette organisation du temps scolaire. Nous sommes maintenant dans la seconde phase, qui est celle de la généralisation. Qu'avons-nous voulu faire dans cette seconde phase? Tenir compte d'une situation qui est celle de communes qui n'ont ni la même taille, ni la même expérience en matière d'organisation du temps scolaire, ni les mêmes moyens parfois d'organiser les activités périscolaires, ni le même contexte. Une commune de montagne, ce n'est pas une commune du futur Grand Paris ou métropolitaine. Je regarde quelques-uns d'entre vous, comme je connais des visages, je vais citer probablement des villes de vos territoires, mais on a là des différences qui sont des différences assez évidentes. Nous avons voulu faire en sorte que, sur la base du décret initial qui organise en quelque sorte le droit commun, les 9 demi-journées, nous puissions, dans un décret complémentaire, mettre en place des expérimentations qui soient plus adaptées à des réalités de terrain que nous avons croisées suffisamment régulièrement pour que le cadre réglementaire s'adapte à ces expérimentations et pas que ces expérimentations utiles s'effacent devant un cadre réglementaire jugé trop strict. Je m'explique. Il y avait, je prends l'exemple d'Épinal, où M. Heinrich, qui est maire d'Épinal, a une expérience considérable en matière d'organisation du temps scolaire, nous disait « Je veux aujourd'hui avoir une organisation qui poursuit à mes yeux le même objectif que vous, l'intérêt de l'enfant. Elle ne rentre pas tout à fait dans le cadre du décret initial. Peut-on, par un assouplissement qui est celui que nous allons permettre, notamment le fait d'alléger davantage la semaine, en faisant en sorte d'allonger les vacances scolaires, qui va être de réduire les vacances scolaires. Si j'allonge les vacances scolaires en réduisant la semaine, je vais être extrêmement populaire auprès d'un certain nombre de jeunes enfants. Je crains que je sois moins... Mais donc d'alléger la semaine, évidemment, en faisant en sorte que l'année scolaire, elle s'allonge et qu'on réduise les vacances scolaires. En permettant cela, nous avons là une forme nouvelle d'organisation du temps scolaire qui respecte toujours le principe qui est celui des 5 matinées successives, c'est-à-dire, selon tous les arguments scientifiques, ce que nous disent les chronobiologistes, la lutte contre la désynchronisation qui est la plus fatale aux apprentissages fondamentaux sur lesquels tous les experts aujourd'hui s'entendent. Le deuxième assouplissement, c'est la possibilité... Et là, ça parle notamment à des maires de villes de taille moyenne ou de petites villes, notamment dans des intercommunalités où on a besoin de l'intercommunalité pour mutualiser les moyens. C'est la possibilité de rassembler l'ensemble du temps périscolaire. Donc je rappelle qu'il est facultatif. Mais de le rassembler sur une même demi-journée, non pas un matin, mais une après-midi, de façon là, permettre que des intervenants, qui peuvent être les mêmes sur une intercommunalité, puissent le mardi aller sur la commune X, le jeudi sur la commune Y et le lundi sur la commune Z, le cas échéant, le vendredi sur la commune A. Bref, l'objectif est là d'alléger les coûts des activités périscolaires par la mutualisation. Cet assouplissement qui est dans le décret nouveau, évidemment, répond d'ores et déjà à des situations extrêmement nombreuses. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui principalement dans le décret. Une disposition ne figure pas dans le décret parce que cela ne se justifiait pas, mais dans la circulaire qui accompagne ce texte et qui n'est qu'un projet soumis
en comité technique et au CSE la semaine prochaine. J'ai voulu que l'on prenne en compte, plus précisément la situation des écoles maternelles, où la distinction parfois entre le temps périscolaire et le temps scolaire sur une petite section, par exemple, apparaît pas évidente pour tout le monde. La réalité, c'est qu'elle l'est pour le professeur des écoles, parce qu'il ne fait pas le même métier que celui ou celle qui viendra organiser le temps périscolaire et qu'il a des objectifs en termes d'acquisition de connaissances, de compétences pour les enfants et qui se juge sur tout le temps de la maternelle. Cela étant dit, sur les temps calmes, les temps de sommeil pour les petites sections, les temps d'activité, nous avons voulu que les lieux dans lesquels s'organisent les activités périscolaires, que soient clarifiées ces distinctions entre le temps périscolaire et le temps scolaire. Et je veux dire tout de suite, peut-être que j'anticipe sur une question, mais on m'a posé la question, et puis je pense que je vais vous inviter à m'en poser après, mais je vais répondre au moins à celle-là par anticipation. On m'a dit, mais pourquoi est-ce que dans l'assouplissement, vous ne sortiriez pas l'école maternelle, parce que c'est plus compliqué, de l'école primaire? Et je me suis dit, alors pardon de toujours tenter de parler de soi quand on parle d'éducation nationale. Et j'observe que il faut surtout pas le faire. Mais en disant ça, je vais évidemment rompre avec le principe que je souhaite voir s'appliquer à tous. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, je suis très frappé, ce sera mon dernier mot avant de vous donner, de revenir à la maternelle, du fait que nous avons, avec M. Châtel, puis M. Payon, commencé ce débat autour de l'intérêt de l'enfant, du temps scolaire. Puis sont montées dans le débat des questions qui ne sont pas illégitimes, et je le dis tout de suite, qui étaient portées par les professeurs, les parents d'élèves, les maires, et qui nous ont amenés à très vite non plus parler du temps scolaire, mais du temps périscolaire, et qui aujourd'hui concentrent des difficultés de financement parfois, d'organisation parfois, de la part des maires. Mais je voudrais qu'on revienne aussi au sens et à l'objectif de cette réforme, confronté à ce que sont les échecs. Parfois, il n'y a pas que ça, heureusement, l'école, elle fonctionne quand même bien, le collège et le lycée, pour des millions de jeunes adultes, adolescents ou élèves, mais il y a aujourd'hui une réalité de la reproduction sociale et de l'enracinement des inégalités à l'école. Mais il n'y a personne pour parler à la place de celles et ceux pour qui nous faisons la réforme, sauf leurs parents, leurs professeurs et les maires. Mais je crois qu'il faut qu'on s'attache vraiment à ce que, s'il y a assouplissement à travers un décret qui organise les expérimentations et les dérogations, on ne remette pas en cause que sera le progrès incontestable d'une organisation du temps scolaire qui permette une synchronisation des rythmes dont on sait bien nous-mêmes comme adultes que ces rythmes, nous vivons avec. Nous avons nos propres rythmes de sommeil et à partir du moment où pour des tout petits on les bouleverse trop régulièrement, ça perturbe objectivement leurs conditions d'apprentissage. Je reviens à la maternelle pour vous dire, moi qui suis papa d'une petite fille qui sort de maternelle pour aller en primaire et d'une autre petite fille qui rentre en maternelle, je suis dans cette situation des familles françaises qui ont 2 enfants, nous devons être très nombreux, ou qui, en général, ces enfants se font dans un intervalle de 2 à 3 ans, vont se retrouver avec un enfant en maternelle et un enfant en primaire. Si nous pensons l'organisation du temps scolaire en maternelle distinct du temps scolaire en primaire, le désordre ou la désorganisation supplémentaire que cela induira ou introduira pour des familles, il est aussi réel. Et je pense qu'il faut quand même que l'on regarde la situation telle qu'elle est vécue par celles et ceux qui accompagnent leurs enfants le matin, mais aussi viennent les chercher en fin de journée et qui ont besoin d'un peu aussi d'homogénéité dans l'organisation du temps scolaire. Ce qui ne m'amène pas à dire, et je le précise, que la maternelle, c'est forcément pareil que le primaire. Je pense que nous devons tenir compte d'un certain nombre de spécificités. Elles seront notées dans la circulaire qui accompagnera le décret. Mais je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui, finalement, se dire qu'on pourrait régler le problème en se disant nouvelle organisation des rythmes pour le primaire, mais le maternel, on pourrait s'en passer, ou on s'en passera et on verra bien quand ça ira mieux, ou je ne sais pas à quelle échéance. Voilà ce que je voulais vous dire. Par anticipation, j'évoque cette question parce que j'ai les oreilles pleines des questions, des interrogations, des invitations, des propositions de bon nombre d'élus. Je terminerai en disant, j'ai essayé, depuis ma nomination, de
de prendre l'initiative de nombreux contacts avec évidemment les associations d'élus, de grandes villes, des maires, des petites villes, des villes rurales, des maires ruraux, d'interroger des maires qui publiquement ont exprimé leurs réserves sur cette réforme, de voir de quelle manière avec eux nous pouvions résoudre des difficultés qu'ils posaient. Je crois que nous sommes arrivés et nous arriverons à des résultats tout à fait probants. Mais je suis évidemment tout à fait disposé à évoquer avec vous toutes les questions, y compris les plus difficiles, autour de la mise en œuvre de cette réforme. Mais je crois qu'il faut qu'elle s'applique en 2014, je l'ai dit, et le Premier ministre en est convaincu aussi, et qu'elle s'applique pour que nous puissions généraliser et mettre en œuvre une nouvelle organisation du temps scolaire dont je suis convaincu, comme vous aussi, je le crois, puisque vous partagiez ce consensus, en tout cas ce point du consensus avec moi, qu'elle est dans l'intérêt d'abord de nos enfants. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir été concis. Bref, cela nous laissera un petit peu plus de temps pour l'échange. Je donne immédiatement la parole à Madame le rapporteur pour ces questions. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Ministre pour votre exposé qui donc introduit un certain nombre de questions et d'autres qui vont être le reflet de nos auditions. Puisque, comme l'a dit Madame la Présidente, nous nous sommes livrés à un travail d'investigation très, je dirais, très sérieux, très approfondi, qui a demandé du temps, ce qui explique pourquoi notre rapport sera rendu le 14 mai. Donc, nous essaierons d'ailleurs que ce rapport puisse porter des préconisations utiles à tous. Alors, je vais d'abord embrayer sur votre premier point qui est le décret d'assouplissement que vous avez évoqué et vous signaler donc quelque chose, moi j'ai très bien compris, et nous avons très bien compris que votre décret d'assouplissement répondait à la fois à des cas particuliers, c'est-à-dire des expérimentations antérieures qui ne se retrouvaient pas dans le cadre contraint du décret Peillon ou des situations tout à fait particulières, en particulier de mutualisation et visant à une exigence de qualité par rapport aux activités proposées. Néanmoins, je vous fais part, nous étions lundi en Gironde à la rencontre de nombreux maires et donc je vous fais part d'une remontée unanime, malheureusement, de tous les maires que nous avons rencontrés. Il y a eu incompréhension par rapport à votre décret, c'est-à-dire que les maires ont compris que ce décret était un décret nouveau qui se substituait au décret Peillon et que donc tous ceux qui étaient partis, c'est-à-dire je parle de maires qui étaient partis en 2013 avec une organisation bien évidemment qui n'avait absolument pas évoqué l'hypothèse d'un après-midi entier libéré, à la fois sur la pression aussi de parents ou d'enseignants qui n'ont pas non plus compris le message, redemandent la réécriture totale du projet éducatif territorial tel qu'il fonctionne depuis un an et tel qu'il fonctionne bien. Donc là, je vous interroge et je vous sollicite aussi pour que vous puissiez apporter une parole forte parce que il y a aujourd'hui une incompréhension, une difficulté de communication, de lecture et donc l'inquiétude et les collègues qui partageaient avec moi la visite ont entendu les maires dire mais il faut tout remettre à plat et repartir à zéro. Alors que aujourd'hui, ça fonctionne. Mais donc première, c'est une remarque, mais plus aussi une question pour que vous puissiez bien repréciser l'esprit de ce décret. Alors ensuite, par rapport aux auditions que nous avons menées ici, et donc je voudrais vous interroger par rapport au rôle de votre administration et en particulier l'encadrement, parce que sur le terrain, nous est souvent remonté un sentiment des maires d'abandon, seuls, face souvent aux parents d'élèves et aux enseignants, les maires ne se retrouvant pas accompagnés par l'éducation nationale,
et ne se sentant pas armés pour répondre à un certain nombre de questions parce qu'ils n'étaient pas suffisamment au fait des problèmes. Donc les maires ont eu un sentiment justement parfois d'impuissance et de se sentir ballottés parce que pas suffisamment accompagnés et épaulés. Donc je crois qu'il y a là une demande en particulier pour tous ceux qui vont démarrer là en 2014 septembre et qui sont moins volontaires que je dirais les maires de la première vague. Je crois qu'au vu de l'expérience de la première vague, il y a un besoin de mobilisation des forces de l'éducation nationale parce que, comme vous l'avez dit, c'est une réforme éducation nationale sur le fond, c'est-à-dire ça vise à améliorer les conditions d'apprentissage de l'enfant. Donc il faut, je crois, que l'éducation nationale trouve sa place. Le troisième point qui est dans le même temps, par rapport à l'éducation nationale, elle a un rôle d'accompagnateur, elle a un rôle aussi de rassurer les maires, parce que les maires, sous des pressions diverses et variées, et puis les maires ont aussi l'habitude de vouloir faire bien les choses, ils ont eu l'impression que la barre était très haute, et on n'a pas su les rassurer, de leur dire que c'était un projet en construction et en élaboration et que la première mouture et la première mise en place ne devaient pas viser la perfection à tout prix. Donc là encore, être rassurés par rapport aux critiques qu'ils ont pu vivre après de la part de parents ou de la part d'enseignants et être accompagnés dans cette expression que c'est un projet qui va se construire sur les 3 ans, qui va s'amender, qui va s'enrichir, mais qu'on n'est pas obligé, et puis c'est valable je crois pour tout dans l'éducation nationale, ou pour une situation d'élève, on n'est pas obligé d'être dans la perfection dès la première mouture du travail rendu, à condition qu'on soit dans l'esprit et dans la volonté. Ça c'est aussi un point qui nous est beaucoup remonté. Alors ensuite, bien évidemment, il y a les problèmes des taux d'encadrement. Et là, on touche, c'est pas vraiment l'éducation nationale, mais là, nous avons jeunesse et sport, et nous avons là une grande confusion par rapport à la reconnaissance de la qualification des intervenants et par rapport au taux d'encadrement. Je précise, par rapport à la qualification des intervenants, aujourd'hui, il y a une nomenclature qui, en fait, valide personnel qualifié s'il possède le BAFA. Or, de nombreux maires ont fait appel dans l'organisation d'étapes à des intervenants extérieurs qui ont des compétences éminemment reconnues. Nous avons eu des cas, nous sommes allés sur le terrain, une ancienne institutrice qui a fait un diplôme d'herboristerie et qui fait un atelier autour des plantes et de la nature, qui est considérée comme non qualifiée parce qu'elle n'a pas le BAFA. Ce qui après déclenche en chaîne un non-accompagnement financier de la CAF. Et là, des exemples, les professeurs, par exemple, d'école de musique, qui interviennent dans le cadre d'étapes, sont considérés comme non qualifiés, parce qu'ils n'ont pas le BAFA. Donc, il y a là une incompréhension. Bien sûr, la CAF accepte un taux de 50% de non qualifiés, mais par rapport aux maires, ils sont mis en difficulté par rapport à la présentation de leur projet à la population, parce que ce qui apparaît, c'est qu'ils travaillent avec 50% de non qualifiés. Donc ça affaiblit la qualité de leur projet. Donc là, nous avons, je crois, il y a un travail à faire pour élargir cette nomenclature de qualification qui rebondit en chaîne sur, après, l'octroi et le financement des financements de la CAF. Alors, nous en venons à la CAF. Là, je suis obligée de vous dire que le constat est unanime. Voilà, la présidente dit c'est catastrophique, c'est limite catastrophique. C'est-à-dire que le constat aujourd'hui, de ce que nous avons entendu, c'est que, de manière, la totalité des maires ruraux ont renoncé à constituer le dossier. Parce que le choc de simplification n'est pas arrivé jusqu'à la CAF. Voilà. Donc là, nous sommes, je vous donne l'exemple concret, dans une ville moyenne. Pardon ? Oui, même des grandes villes, Arras, Nevers, ont renoncé.
On n'est même pas dans les petites villes rurales. Dans une ville là, de taille moyenne, donc je vais parler de mon département, Libourne, où il y a 17 écoles, il faut faire 17 dossiers, un par école. Voilà. Ensuite, il faut tenir une comptabilité journalière de la présence des enfants au TAP. Donc cela mobilise des personnels municipaux pour arriver à constituer un dossier devant lequel les maires renoncent, sauf dans des grandes mairies avec une organisation compétente. Or, derrière, c'est 54 € quand même qui tombent et ce n'est pas neutre par rapport à l'accompagnement financier. Donc, je ne vous cache pas que nous avons auditionné par 2 fois la CAF pour essayer de bien comprendre. Nous avions sans doute une capacité d'attention limitée parce que nous aurions peut-être besoin d'une 3e séance, mais je crois que nous préférons solliciter... C'était peut-être un problème de rythme, peut-être. Mais du coup, Monsieur le ministre, nous sollicitons votre aide. Parce que là, il y a un vrai souci, il y a une vraie difficulté qui nous amène donc, bien évidemment, je crois, au 3e problème auquel les maires sont confrontés, c'est bien sûr le financement et cette grande incertitude. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je redis aussi, les maires nous disent on a besoin d'être accompagnés, mais ils ont besoin aussi d'une perspective. Or, aujourd'hui, et là je reprends l'exemple concret d'hier, la CAF à Libourne a dit « moi je ne peux rien dire parce que comme le ministre a changé le décret, on ne sait plus ce qu'on doit faire ». Voilà, donc avec ça, ça n'aide pas, mais est aussi mis en cause donc le fonds d'amorçage qui a été bien évidemment très apprécié la première année, très apprécié pour l'année 2014-2015 qui s'ouvre, mais pour lesquels on comprend, il y avait d'abord une finalité, un fonds d'amorçage, il y avait des choses à mettre en place qui coûtent plus les premières années que les autres, mais cela n'exclut pas, par rapport à une demande de maire, de continuer à pouvoir avoir un accompagnement. Alors dans tous les élus que nous avons auditionnés, qui peut être dégressif, qui peut être modulé, tout ça c'est à construire, mais je pense que ce que les maires attendent, c'est un signe leur disant une fois encore qu'ils pourront être accompagnés dans cette grande réforme qu'est la réforme des rythmes. Ensuite, je dirais un dernier mot sur la maternelle. Bien évidemment, je pense qu'il faut faire passer le message que les rythmes, et vous l'avez dit, en particulier avec les 5 matinées, c'est important. Un témoignage, lorsque nous sommes allés en audition sur le terrain dans la banlieue parisienne, il nous a été dit, en particulier dans des villes à quartiers difficiles, que c'est une vraie chance pour les enfants de maternelle de quartiers difficiles d'avoir une matinée de classe de plus le mercredi matin. Donc ça, c'est quelque chose auquel tout le monde reconnaît l'intérêt. Bien évidemment, l'étape organisée comme à l'école primaire, c'est sans doute pas du niveau et de l'intérêt de la maternelle, mais travailler sur tout ce qui est la pause méridienne, des moments de calme, des moments de repos. Je prendrai un exemple là, tout à fait non partisan. Alain Juppé, que nous avons rencontré lundi, a toute une réflexion sur la mise en place du TAP à l'école maternelle avec une formation de ses personnels d'école maternelle autour du sommeil, de la lecture de contes, de l'écoute musicale, qui, à mon avis, peut aussi être une bonne pratique à reproduire. Voilà, dernier mot, dans les retours que nous avons, vous le dites bien, on ne va pas avoir non plus une évaluation et ça ne serait pas honnête de pouvoir se prononcer avec seulement 6 mois de recul. Néanmoins, lorsque nous sommes allés dans les communes de la banlieue bordelaise, avec des communes qui sont en ZEP et en très grande difficulté, il y a quelque chose qui est mesuré là, vraiment au bout de 6 mois, c'est une baisse de la violence et de l'agressivité. Et je pense que ça, avec une chute, une école, une commune a fait une étude, une baisse de 70% des accidents scolaires qui se passaient entre midi et 2.
Donc ça, c'est un élément extrêmement important parce que ça participe bien sûr de l'attention et de la réussite. Voilà les quelques questions, peut-être qui m'en reviendront, mais je pense que j'ai suffisamment parlé. Voilà. Merci Madame le rapporteur. Juste pour ajouter, permettez-moi Monsieur le Ministre, il est en fait des nouvelles difficultés, de nouvelles inquiétudes qui sont soumises aux maires, qui sont liées au fait que le décret et la circulaire ne sont pas encore à la disposition des maires et que les informations qu'ils peuvent avoir ne sont que des bribes d'informations qu'ils peuvent recueillir à travers les médias. Et en plus de cela, il y a une pression supplémentaire qui est celle de dire, et ça vous allez nous le confirmer ou non, que tout doit être bouclé pour le 6 juin prochain. Donc on a un décret qui n'est pas finalisé ni une circulaire finalisée et le 6 juin prochain, les maires doivent déposer leur nouveau dossier. Donc ça fait des inquiétudes supplémentaires et beaucoup d'interrogations. Monsieur le ministre. Alors je vais essayer de répondre. Je vais commencer par cela. Ça fait quoi, 15 jours que je suis ministre, 3 semaines. Non mais c'était un dossier qui était de toute façon pendant. Et que mon prédécesseur aurait traité de la même manière, mais il est incontestable que la période des élections municipales, qui n'est pas sans expliquer aussi un certain nombre de difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, parce qu'il y a une forme de période blanche où le travail a été mis entre parenthèses quand il n'a pas fait l'objet d'une remise en cause parfois, et ça, il ne m'appartient pas de juger. Alors là encore, c'est la démocratie est ainsi, une remise en cause par les nouvelles équipes, ou à tout le moins, quand c'est pas remis en cause, le fait d'aller creuser, voir si on veut bien, si le projet de l'équipe précédente est bien celui que l'on veut porter. Donc on a plusieurs semaines qui étaient neutralisées sur le terrain, comme incontestablement un passage de témoin au niveau ministériel amène à devoir pendant au moins une semaine, 15 jours, ralentir les choses. Ce que je veux dire, c'est que là, on a fait au plus vite, voire même en brutalisant un peu nos partenaires pour essayer de partir de ce que nous avons tous constaté, ce que vous remontez, j'y répondrai précisément, y compris sur les conséquences du nouveau décret qui ne se substitue pas au précédent, qui organise les expérimentations. Je veux le dire, ce n'est pas une invitation à remettre au travail les 94% de communes qui ont ou validé une nouvelle organisation du temps scolaire ou travaillé dessus. Rien n'interdit qu'on retravaille si elles le souhaitent, mais ce n'est pas une substitution à ce qui se passait, c'est une organisation des expérimentations sur une période de 3 ans avec une évaluation, un suivi qui nous permettra là, avec les rectorats, de prendre la mesure de la performance de ces expérimentations. Mais nous complétons, ce que j'ai dit dans mon intervention liminaire, nous complétons un cadre réglementaire qui était fixé par de nouvelles dispositions qui permettent d'intégrer des expérimentations qui ne l'étaient pas jusqu'ici. Alors, pour être très clair, si une commune qui n'était pas dans les expérimentations, qui avait validé une organisation du temps scolaire, dit « écoutez, ce projet, je l'avais abandonné avant parce qu'il n'était pas éligible, il le devient, je le mets en œuvre », c'est tout à fait possible. Nous aurons là un temps qui est un temps dont je concède qu'il n'est pas long. En même temps, je vous dirais, on appréciera aussi avec discernement des situations plus ou moins difficiles. Ce que je veux dire, c'est que il est des communes marquées par la continuité des équipes qui me donnent parfois l'impression de découvrir le sujet maintenant. Un sujet assez ancien quand même. Et je pense que là, c'est le dossier de l'organisation des temps scolaires et des activités périscolaires. Et il n'est pas arrivé à l'ordre du jour des équipes municipales il y a 15 jours. Ce travail-là, il a été effectué la plupart du temps par les adjoints délégués à ces questions de vie scolaire, d'éducation depuis longtemps, préparé avec les services, imaginé, concerté, dans le cadre de la préparation d'un PEDT avec tous les acteurs locaux qui concourent aujourd'hui à une mission éducative pour les enfants. Donc, il y a souvent du travail. Et c'est là où, moi, il m'appartient aussi comme ministre de faire preuve de discernement entre ce qui relève, ce que je disais, d'une difficulté réelle ou d'un combat politique, et qui n'est pas moins respectable que la difficulté réelle. Sauf que moi, il ne m'appartient pas, si c'est un combat politique, et qui se manifeste par un désaccord sur le fait qu'il faille travailler 5 matinées de suite, si c'est un combat politique, là, c'est autre chose. Et c'est sur le terrain du combat politique classique, de la démocratie, qu'il doit avoir lieu.
Mais je comprends là que mes arguments ne parviendront pas à convaincre les édiles de tel ou tel territoire qui sont sur ce terrain-là. Mais ce qui m'amène quand même à leur dire que la loi est la même pour tous, que les décrets, quand ils s'appliquent, sont les mêmes pour tous, et que ce serait d'ailleurs un drôle de message éducatif ou une drôle de pédagogie à l'intention des citoyens que nous sommes, ou à de tous nos concitoyens, que d'expliquer qu'on peut s'affranchir d'un texte au motif que la norme serait celle issue d'un décret. Parce que, je l'ai eu l'occasion de le dire, en matière, par exemple, de limitation pour la vitesse en matière de circulation, c'est aussi un décret, inscrit dans le code de la route. Il ne viendrait pas à la tête d'un seul maire de ce pays de dire que 50 km/h, ça ne doit pas être respecté, ou on pourrait s'en affranchir parce que c'est un décret. C'est absolument... en tout cas, ça ne me semble pas être un argument tout à fait recevable. Nous sommes là dans la préparation d'une organisation du temps scolaire qui relève d'abord de ma responsabilité, celle du gouvernement et de l'État. Et nous voyons d'ailleurs dans vos questions que la plupart des questions concernent le périscolaire. Et là, je veux dire deux choses. Ces activités périscolaires sont facultatives pour l'élève comme pour les mairies. Et qu'il peut parfaitement être imaginé que ces activités montent en puissance dans le temps, sans que, au jour de la rentrée, tous les maires de France étaient en capacité de proposer du cirque, des activités d'éveil en matière de danse, des activités d'éveil en matière de théâtre, de la philatélie, etc. etc. Je fais volontairement large. Des activités sportives. Donc, le mieux est l'ennemi du bien. Et en tout cas, tous les maires recherchent le mieux. Mais en même temps, cessons de raisonner dans l'abstraction aussi. Moi, je pars des réalités du terrain, et de celles y compris de ma propre commune, Trappes, dans les Yvelines, qui n'est pas une commune riche, et qui a expérimenté la réforme avec des difficultés, pour une ville pauvre, mais dont nous mesurons, nous, aujourd'hui, pour nos enfants, les mérites. Et ça, personne ne nous l'enlèvera. Personne ne nous l'enlèvera. Les mérites pour nos enfants. Parce que l'organisation du temps scolaire, qui est de ma responsabilité, qui est de celle de l'État, c'est ce que nous recherchons aujourd'hui à travers des formules nouvelles pour qu'elles soient optimales en direction des enfants de la République quand ils mettent les pieds dans une école et quand ils sont censés y apprendre ces apprentissages fondamentaux que nous avons aussi pensés dans le cadre des programmes qui vont être revus, révisés pour bon nombre d'entre eux dans le cadre de la refondation de l'école. Mais c'est ça notre travail. Après, je vais répondre à vos questions une par une. Est-ce que ce décret se substitue à l'autre? Non. Est-ce que ma réponse était suffisante? Voilà. Le sentiment d'abandon, parce que les IA d'Azen ne sont peut-être pas toujours disponibles, je crois comprendre que c'est cela. Moi, j'ai donné des instructions dès mon arrivée à l'ensemble des recteurs. Je mobilise par les rectorats et les services de la DGESCO et de mon cabinet, les inspecteurs d'académie, les DAZEN sur le terrain pour qu'ils soient, de cette période, les plus disponibles possibles. Et s'il y a des difficultés, signalez-les-moi, j'essaierai de faire en sorte qu'elles soient réglées. Mais en même temps, c'est pas comme ça que... l'essentiel, c'est que vous sachiez que les instructions sont passées. Et je travaillerai à ce que ce soit efficient sur le terrain. Sur le périscolaire, je vous le dis, je rappelle le caractère facultatif. Au passage, certains élus omettent de dire que quand ils revendiquent qu'ils n'organiseront que de la garderie, même plus, ils percevront 50 € par enfant. Ils percevront malgré tout 50 € par enfant. Et que la question qui sera posée à ces élus qui délibérément n'organisent pas les activités périscolaires, c'est aussi de dire qu'il s'agit un peu d'être cohérent. Ce qui n'enlève rien aux questions que vous posez sur 50 plus 40 quand on est dans zone rurale défavorisée ou zone urbaine sensible, plus le cas échéant 54 € quand on bénéficie de l'argent de la CAF, 144 € par enfant, est-ce que c'est toujours suffisant? Dans une commune qui avait déjà une tradition d'accueil périscolaire, c'est souvent suffisant. Dans une commune qui démarre le périscolaire
vraiment du début, ça peut supposer, et ça supposera, une contribution de la collectivité. Il y a des collectivités d'ailleurs qui vous disent « Nous avons fait le choix depuis très longtemps d'organiser le périscolaire par choix politique, de droite comme de gauche, par choix politique, parce que c'est un investissement que nous considérons indispensable pour les enfants de nos communes. » Et d'autres qui vous disent « Ça n'était pas un investissement, ça ne correspondait pas à nos priorités, nous ne l'avons pas fait. » Là encore, la situation est aussi variée qu'il existe de maires, de Français. Donc moi, je regarde ces situations avec un œil aussi intéressé dans une commune qu'une autre. Mais je rappelle que mon travail de ministre de l'Éducation, c'est le temps scolaire. Le temps scolaire d'abord. Et ensuite de me préoccuper des conditions de mise en œuvre d'une réforme dès lors qu'elle suppose et sollicite la coopération et qu'elle sera optimale, cette réforme, dès lors que l'on facilite ou que l'on favorise l'épanouissement de l'enfant aussi par le périscolaire. Mais ma compétence, elle se fonde d'abord sur l'organisation du temps scolaire. Vous avez évoqué l'étape et toutes les difficultés qui existent. Je rencontre à 18h, ou en tout cas dans la soirée, le directeur général ou la directrice, le directeur général de la CNAF, avec lequel je vais évoquer un certain nombre de ces difficultés qui m'ont été signalées, qui portent à la fois sur le résultat de l'expérimentation sur des taux d'encadrement allégés pour l'ensemble du temps périscolaire, peut-on maintenir cela ou pas, et quel est l'impact financier pour les CAF et donc la CNAF. Cela suppose évidemment qu'on puisse interroger les maires sur les intentions qui sont les leurs en termes d'organisation du temps périscolaire. Et j'ai échangé avec le président de l'AMF ce matin, M. Pélissard, et un questionnaire sera envoyé à tous les maires sur les prévisions qui sont les leurs le 7 mai, de façon à ce qu'on puisse disposer d'une capacité d'évaluation de l'impact financier qui sera celui d'un maintien de cette expérimentation sur des taux d'encadrement allégés au-delà de la période de juin. C'est évidemment un point tout à fait important. Vous évoquiez les grilles de qualification qui sont exigées, même si le décret du 2 août prévoyait déjà des allègements, ou en tout cas des souplesses possibles sur ces questions. Là encore, j'ai sollicité ma collègue Najat Vallaud-Belkacem, qui a tutelle sur la JEPVA, sur les jeunesses et les sports, pour voir de quelle façon, sur ces questions, sans remettre en cause ce qui doit être la qualification et la compétence des intervenants, sinon les parents nous le reprocheraient, et la sécurité qui entoure les activités, parce que si on a des intervenants qui n'ont aucune notion des sécurités élémentaires dont ils doivent entourer les activités périscolaires, les maires seront mis en cause, et vous-même et nous-mêmes d'avoir autorisé cela. Mais que l'on voit comment, dans un certain nombre de cas, pour des intervenants qui sont des intervenants occasionnels, pour un certain nombre d'activités, nous pouvons, là encore, aménager ou pas les règles existantes. Là encore, je suis prudent parce que je vois bien, c'est toujours pareil, dans tel cas particulier, on dira c'est quand même invraisemblable que vous ayez refusé la possibilité pour tel professeur de musique, tel ancienne herboriste diplômée, remarquable, de pouvoir intervenir au motif qu'elle n'a pas le BAFA. Et cette personne. Et c'est vrai qu'au cas par cas, on va trouver ça absurde. Mais en même temps, si demain, on se retrouve avec des intervenants dont on nous dit, parce que c'est aussi ce qu'on me dit, de la part des parents d'élèves, dans le périscolaire, mais avant même que la réforme des rythmes scolaires existe, on trouve des fois des intervenants, on peut se demander si ils sont toujours capables de pouvoir encadrer nos enfants, etc., etc. Donc il faut trouver l'équilibre, et l'équilibre, elle est entre la norme, les règles existantes et la généralisation de ce dispositif. Là encore, je vous dis, j'engagerai des discussions de façon à permettre cela. Je termine. Bon, la CNAF, j'ai essayé d'y répondre, et les CAF. C'est effectivement dans le cadre d'un accueil loisir sans hébergement qui est validé comme tel, il y a des règles qui enclenchent une dépense pour la CNAF, qui a elle-même aussi un environnement en termes de dépenses publiques qui est contraint. Je veux le dire, c'est pas, on est quand même dans un contexte qui est un contexte que vous n'ignorez pas, puisque je crois que sur la plupart des bancs, j'ai bien dit sur la plupart, que je ne me fâche avec personne, il y a les débats où on ne demande pas de réduire la dépense publique, ça ne m'échappe pas. Sur la plupart des bancs, on demande la réduction de la dépense publique.
Et en même temps, on veut que l'école soit meilleure, on veut que les services publics soient plus efficaces, et on a tous des solutions. En l'occurrence, ce gouvernement en défend et les met sur la table. Et je vois bien, et soyons honnêtes, que la concomitance entre le plan de 50 milliards d'euros et la contribution qui est demandée aux collectivités locales vient à un moment où certains maires disent, bah, écoutez, à ce moment-là, si on nous demande d'être mis à contribution, la réforme des rythmes scolaires, c'est plus difficile. J'entends parce que ces arguments sont donnés. En même temps, j'ai souvenir que dans les campagnes électorales, encore aujourd'hui, dans tous les documents politiques ou électoraux, tout le monde veut à minima 50 milliards, voire jusqu'à 130 milliards d'euros. Et en même temps, tout le monde veut qu'on ait, pour ce qui est de notre école, une école qui assure des missions les plus efficaces et les plus performantes. Le mot performance, prenez-le, bon, d'ailleurs je le prends, plus performante possible pour... Oui, non, oui, là, je ne parle pas d'école compétitive. Non, mais performante au sens où les missions de l'école, c'est que, en tout cas, à la fin du CM2, vous sachiez lire le français, parler le français, écrire le français, compter correctement. Je rappelle que la journée de défense et de citoyenneté, qui a été l'occasion d'un test grandeur nature sur 750 000 jeunes de 17 ans en 2013, a montré quoi? Que 10% de ces jeunes ne maîtrisaient pas, en français et en mathématiques, les règles fondamentales. Ben, je vois que ça vous fait soupirer certains, mais moi je suis ministre de l'Éducation nationale et ça n'est pas acceptable. Et mon travail, c'est de lutter contre cela. Et je sais que ce travail, ce sera du moyen et long terme. Et pour commencer et réussir à moyen et long terme, il faut réussir la réforme des rythmes scolaires. Et donc, ce que je ne négocierai pas, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, à mes yeux, c'est la réforme des rythmes scolaires en 2014. Merci, Monsieur le Ministre. Les questions de nos collègues. J'ai plusieurs demandes d'intervention. Donc, Monsieur Delège, Monsieur Gattolin, Monsieur Housson, Monsieur Legendre, Madame Michel, Madame Gillot. Voilà, on va commencer. Monsieur le Ministre, souhaitez-vous une série de questions? Oui? Oui, tout à la fois. Ça vous ira, Monsieur le Ministre? Allez, on y va. Donc, Monsieur Delège. Merci Madame la Présidente. Avant de poser un certain nombre de questions très précises, je voudrais saluer une évolution dans le discours du ministre de l'Éducation nationale. Je veux y déceler une volonté de trouver des solutions là où il y a des problèmes plutôt que de dire qu'il n'y en a pas. Et je veux le remercier de ce point de vue. Quelques questions très précises, Monsieur le Ministre. Vous avez dit le temps scolaire, c'est de ma responsabilité. Je l'entends bien. J'ai bien compris que les 5 demi-journées, ou les 5 matinées de la semaine, ça, c'était pas négociable, on est d'accord là-dessus. Ma question très concrètement, qu'est-ce qui est négociable l'après-midi? Parce qu'à un moment donné, ce que nous pouvons proposer impacte forcément, ne serait-ce qu'en termes d'horaire, le temps que vous revendiquez comme étant un temps scolaire. Donc très concrètement, si nous disons dans ma commune, ce qui était le cas jusqu'à la semaine dernière, on va peut-être évoluer, c'est 1h30 et pas 3/4 d'heure, est-ce que c'est négocié? Qu'est-ce qui décide dans cette affaire, très concrètement? Et j'ajouterais une autre question. Vous nous avez dit il y a aussi une possibilité de jouer sur la réduction des vacances. Je vois mal, mais pourquoi pas, que je puisse décider tout seul sur ma commune, 1500 habitants, que la scolarité ou la sortie va se faire le 14 juillet plutôt que le 7 juillet. Je pense que quand même, il y a un minimum d'organisation et de coordination au niveau du département. Donc je voudrais savoir, moi, qui décide très concrètement de ces dérogations. Et j'ajoute, je voudrais quelques précisions par rapport au décret. Vous nous avez dit, il n'est pas abrogé. Vous nous avez dit, il n'est pas réécrit. Mais vous nous avez dit, il est assoupli pour intégrer des expériences. Ça veut quand même dire qu'à un moment donné, vous allez
je pense par voie de décret, le compléter d'une façon ou d'une autre. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit très précis sur cette affaire-là. Et la question qui me vient derrière, compte tenu de la réécriture de ce décret, est-ce que ce que nous avons pu envoyer au service académique il y a maintenant 3 mois en ce qui me concerne, on peut revenir dessus? C'est-à-dire que moi j'ai fait une réunion la semaine dernière, très concrètement, où les familles et les enseignants me disent, bah, après tout, pourquoi pas une après-midi entière de tape, alors qu'on avait prévu des séquences d'1h30. Troisième question, je voudrais qu'on soit très précis sur le statut juridique des tapes. Parce qu'il me semble qu'il y a des notions qui se chevauchent là-dedans. Le TAP, par définition, vous nous avez dit, à la limite, vous n'êtes pas tenu de le faire, c'est pas du temps scolaire, c'est du périscolaire, donc c'est municipal. Bien. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais tout bêtement un centre de loisirs. Est-ce qu'on peut assimiler un centre de loisirs à un TAP? C'est très concret, ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un centre de loisirs qui fonctionne tout le mercredi, je peux imaginer un centre de loisirs qui fonctionne par demi-journée, ce qui, d'un point de vue purement financier, n'est pas forcément une mauvaise idée. Sur les financements, est-ce que vous pouvez nous dire si le fonds d'amorçage et les 50 € que vous avez évoqués, c'est uniquement 2014-2015 ou est-ce que vous pensez que ce sera pérennisé? Et enfin, je sais très bien que ce que je vais vous dire a peu de chance de susciter chez vous une adhésion totale et parfaite, mais moi j'ai questionné les maires dans mon département. Je vais être très franc avec vous, il n'y a pas d'objection à la réforme. Simplement, sur le principe, simplement, et vous l'avez souligné dans vos propos, ils trouvent des situations, et avec l'ouverture que vous faites, ils trouvent des situations qui les font souhaiter certainement la réaffirmation du principe, mais peut-être un moratoire d'1 an pour qu'on puisse rediscuter. Parce que quand je vois les délais que vous nous avez indiqués tout à l'heure et la manière dont ça se passe chez nous, je pense que c'est pareil dans tous les départements, je crains que ce soit un peu, je ne veux pas employer un gros mot, mais un peu désorganisé au mois de septembre. Et je ne suis pas le seul à le penser. Merci. Merci, chers collègues. Nous avons une série de 5 questions, encore 5 intervenants encore. Je vous demanderai, chers collègues, d'être le plus précis, le plus concis possible et de poser vos questions de façon le plus rapidement possible. Merci. Pardon, Monsieur Gattolin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tout d'abord je voulais vous remercier et vous féliciter pour votre discours liminaire parce que vous avez rappelé une chose, c'est que votre priorité c'est la lutte contre les inégalités au niveau de l'école. Et je crois qu'il faut bien réinscrire l'importance de la réforme des rythmes scolaires, mais aussi sa nécessité de l'intégrer comme un des éléments au sein de la refondation de l'école, de la lutte contre les inégalités. Et il faut faire attention quand on parle de réforme des rythmes scolaires, on peut dans certains cas se retrouver dans des situations, et j'évoquerai le cas postérieurement, paradoxales, posant parfois des problèmes. Ce qui va dans le sens du rythme scolaire peut aller parfois dans la difficulté pour certains élèves. L'autre élément aussi pour lequel je tiens à vous féliciter et vous remercier, c'est que vous avez utilisé le terme d'expérimentation. Alors en tant qu'écologiste, je suis particulièrement sensible à cette question, mais je crois que nous sommes tous dans une période de mutation sensible à ces questions. Et je crois que d'ouvrir en fonction des situations et des villes, alors moi je ne suis pas élu de communes de montagne, je suis élu des Hauts-de-Seine comme ma consoeur et collègue et amie Brigitte Gontier-Morin. Nous avons été saisis effectivement d'un cas assez particulier qui est celui de la ville de Gennevilliers, une ville particulièrement sensible en termes de population. C'est une ville riche parce qu'elle a des activités, elle a des grandes entreprises, mais elle a une population très pauvre. Et c'est vrai qu'il y a un effort qui est fait, qui est énorme de la part de la municipalité. C'est 3 000 € par an pour les enfants dans la classe d'âge qui sont consacrés par la municipalité. Donc aujourd'hui, des activités existent, mais il faut un assouplissement. Vous avez parlé du problème des équipes, mais il y a aussi celle des équipements. Et par exemple, à Gennevilliers, effectivement, des séquences ou des séances de 45 minutes, voire même d'1 heure ou 1 heure et demie,
sont insuffisantes si on veut amener les enfants des quartiers périphériques dans des équipements de qualité. Et Dieu sait si la ville de Gennevilliers en compte, avec des très très bons équipements au centre. Et donc si on veut organiser, vous l'avez évoqué, la possibilité de faire des roulements par demi-journée, bien entendu l'après-midi et ne pas toucher à la matinée, on est bien d'accord là-dessus, c'est quelque chose d'essentiel. Et on a eu l'occasion avec les services de votre prédécesseur d'évoquer cette question-là. Et la question des délais est quand même compliquée parce que nous, à Gennevilliers, il y a eu un dossier qui a été déposé, qui n'a pas, dans un premier temps, été accepté. On est retourné vers le ministère pour obtenir une dérogation. Aujourd'hui, nous, fin avril ou début mai, il faut avoir posé les choses. Et les moyens sont mis et la volonté politique. Et je dis, attention, il est important aussi que ces demi-journées, dans des villes sensibles comme celle-ci, elles soient à horaire de fermeture d'école à peu près équivalente. Parce que qui dit tape non obligatoire, en faisant la gratuité, comme c'est le cas dans une ville comme Gennevilliers, c'est une manière de ne pas laisser les enfants à la dérive. Parce qu'on a eu des retraits d'école, on a un jeu communautariste extrêmement fort. Il y a une liste municipale à Gennevilliers qui avait quand même 3 élus sur un discours communautariste très très dur. On a eu 400 enfants qui ont fait l'objet de retrait de l'école ces derniers mois. Donc, il faut être aussi là, si on veut prendre l'ensemble des inégalités, il faut que la continuité, entre guillemets, temporaire entre le temps scolaire et le temps périscolaire soit bien intégrée, que les parents puissent, à 4h ou à 4h30, tous les jours, venir, enfin, à l'exception du mercredi, venir chercher les enfants. Parce que si on est sur des horaires irréguliers, dans un sentiment de facultatif, eh bien, il y a déjà des organisation du temps périscolaire par des organismes religieux. Merci, Monsieur Gattolin. Je rappelle encore une fois qu'il faut être beaucoup plus court et plus précis. Monsieur le ministre a des impératifs et on souhaiterait quand même entendre ses réponses. Monsieur Husson. Merci, Monsieur le ministre. Rapidement, donc, déjà pour vous dire que ce dossier, on va l'appeler comme ça, il n'est pas évident à prendre puisque, si je ne me trompe pas, il fait suite à une lettre du Premier ministre du précédent, d'ailleurs, M. Ayrault, 3 décrets, 3 circulaires, un arrêté. Je me félicite simplement qu'on n'ait pas décidé, enfin que votre gouvernement n'ait pas décidé par ordonnance, parce que ça aurait été une véritable catastrophe. Vous apercevez que ce que je dis ne peut pas être d'ailleurs teinté d'esprit partisan, c'est simplement le pragmatisme, d'ailleurs, que je veux souligner au travers de votre présence, que j'apprécie, et par rapport à un projet qui a été décidé, là aussi, par votre prédécesseur. M'inquiéter, comme ça a été dit, notamment par Dominique, mais également par Madame la rapporteure et Madame la présidente, du délai que je vais appeler très court entre le prochain décret et la prochaine circulaire avant le 6 juin. Très honnêtement, pour moi aussi avoir interrogé les 594 communes de mon département au mois de janvier, et à peu près 150 communes ont répondu, ou syndicats intercommunaux, ce qui permet de dire qu'un tiers des communes ont répondu au questionnaire, qui est le questionnaire de la mission sénatoriale. Parce que je pense qu'il faut respecter le travail sénatorial. D'aucuns ont pensé que j'étais partisan. J'ai simplement repris en le précisant, et en le précisant d'ailleurs, je veux le souligner, parce que dans les difficultés, on n'a malheureusement pas pu rencontrer dans la visite qui a été organisée en Meurthe-et-Moselle une difficulté particulière en milieu rural sur les regroupements pédagogiques intercommunaux multisites. Vous prenez un exemple, je vais vous dire comment organiser. Alors, vous avez légèrement assoupli, c'est bien, c'est un pas, mais quand vous avez 7 villages avec encore 3 communes qui accueillent une école, et puis une 4e qui accueille une cantine parce qu'à un moment, ils ont accepté d'abandonner l'école et ils ont pu accueillir la cantine parce que tout ça, ça coûte moins cher. Reconnaissez qu'aujourd'hui, quand les dotations baissent et qu'on vous demande d'essayer de faire l'artiste et que dans le même temps, le transport méridien n'est plus pris en charge comme par le passé et c'est en train de se mettre en œuvre par une collectivité, ça c'est l'affaire des uns et des autres, en l'occurrence c'est notre département, le conseil général. Mais il faut bien comprendre, et je pense que vous le comprenez bien, que c'était extrêmement difficile. 3e point important, je vous ai saisi comme le Premier ministre hier, mais je l'ai fait hier parce que j'attendais nous avons visité une commune qui a 20 ans de pratique. 20 ans de pratique, c'était l'aménagement du temps de l'enfant
avec, alors, au départ, il y avait le concours de la CAF, il y avait le concours du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Tous ces braves gens se sont évaporés dans la nature. C'est à Laxou. Le maire nous a adressé son projet éducatif territorial modifié. Il est pour les rythmes scolaires. Il vous explique, alors il a tout, hein, il a l'aménagement du temps de l'enfant, il a l'ambition réussite éducative, il est également en zone d'éducation prioritaire. Les choix sont faits école par école dans sa commune. Il vous alerte et il vous demande soit de surseoir sur les 5 matinées pour les écoles maternelles. C'est parfaitement expliqué. Nous appuyons également la demande parce qu'il vous dit en même temps, il vous donne tous les chiffres, les coûts, les difficultés. J'ai entendu les familles qui, à un moment, ont des enfants en même temps en maternelle et en élémentaire. Mais d'abord, ce n'est pas le cas de toutes les familles, puis ça finit par s'arrêter un jour. Mais surtout, les mêmes familles, c'est à la demande des familles. Il y a une réunion, l'évaluation a été faite. Et puisque je parle d'évaluation, permettez-moi de vous dire, comme ça vous verrez, c'est là aussi, c'est, je dirais, toute sensibilité, tout gouvernement confondu et donc toute académie confondue, 20 ans de pratique, jamais aucune évaluation n'a été faite par personne sur les dispositifs. Jamais aucune évaluation n'a été faite. Donc si en même temps vous pouvez, pour cette commune notamment avec 20 ans de pratique, je crois qu'à un moment c'est quand même quelques centaines de milliers d'euros, c'est un choix que la commune a fait et aujourd'hui elle nous dit, ça a été dit devant nos collègues, elle dit, moi je garde la même enveloppe, j'ai moins de dotation, je veux faire autant, si ça n'est pas possible, eh bien je serai obligé de reconsidérer l'offre qui est validée par la communauté éducative, les parents et qui donne satisfaction à tout le monde. Les efforts, vous l'avez dit, ont des limites. J'ai même lu il y a peu de temps, vous disiez tout ça, enfin cet argent supplémentaire que vous nous demandez, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. C'était, je crois, vous avez dit de l'ordre de 400 millions. Mais le cheval, hier, il a bien, heureusement d'ailleurs, hein, pour le pacte de stabilité, on a bien trouvé, enfin, ou évité de dépenser 500 millions de plus. Voilà. Dernier élément pour dire que c'est en fait là-dessus que les communes et les syndicats scolaires sont les plus attentifs. Quelle garantie dans le temps pour ces dispositifs l'État va-t-il pouvoir donner aux côtés des collectivités locales qui ne sous-estiment pas l'intérêt de la chose, parce que vous l'avez dit, moi j'étais de ceux qui ont aussi voté le dispositif des contrats d'avenir. Je crois que la réussite de ceux ou de celles qui ont à un moment des difficultés lorsqu'ils sont jeunes, elle concerne tout le monde. Donc oui pour le pari de la réussite, mais également tout ça, ça a un coût et les coûts doivent être partagés durablement. Merci, Monsieur Husson. En effet, Monsieur le Ministre, nous vous invitons avec Madame le rapporteur à prendre toute la mesure de ce qui est mis en œuvre à Laxou depuis 20 ans. Eux, ils mettent 2 heures de tape par jour depuis une vingtaine d'années. Mais il y a ces difficultés de la maternelle et du CP, mais je crois qu'il serait bon, Monsieur le Ministre, que vous penchiez sur cette expérimentation de 20 ans. Ensuite, Monsieur Legendre. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je suis heureux moi aussi de voir que vous venez très vite après votre prise de fonction rencontrer notre mission d'information. Nous avions souhaité recevoir votre prédécesseur et finalement ça n'avait pas pu se faire, ce qui est sans doute regrettable. Mais on me permettra de dire que j'aurais été encore plus satisfait si vous aviez pu peut-être venir rencontrer notre mission d'information avant de faire vos premières annonces. Nous avions travaillé pendant des semaines. Nous étions un ensemble de sénateurs préoccupés de cette question et c'est pourquoi nous avions les uns et les autres voulu cette mission d'information. Je pense qu'il aurait été encore pour les parlementaires plus satisfaisant que d'être entendus par vous avant de faire vos premières annonces. Ceci dit, je crois aussi qu'il est nécessaire d'apporter maintenant des clarifications, car vos annonces n'ont pas contribué totalement à clarifier le débat, Monsieur le Ministre. Je vois dans le journal de ma région, La Voix du Nord pour ne pas la nommer, une déclaration très inquiète d'une grande chronobiologiste qu'on connaît ici, Claire Lecomte, qui explique « Je suis stupéfaite par cette annonce, votre annonce. Cela fait 17 ans à Lille, plus longtemps dans d'autres villes, que les matinées de travail étaient de 4 heures. Car c'est le moment où les enfants sont les plus concentrés. Je ne comprends pas pourquoi ce ne sera plus possible. Les enseignants vont devoir revoir leurs copies alors que leur projet éducatif fonctionne depuis des années. Donc vous voyez qu'il y a des inquiétudes sur ce point-là également. Et puis, je vois les
questions qui me sont posées spontanément par des maires. Moi aussi, j'avais envoyé le questionnaire de notre mission d'information à tous les maires du département et j'ai reçu de très nombreuses réponses qui montraient leurs préoccupations. Et là, j'ai reçu encore aujourd'hui, en leur disant que j'allais vous rencontrer, quelques souhaits de questions. La première qui revient, elle porte sur votre volonté de réformer les rythmes scolaires dans le cadre de l'annualité. C'est bien de revoir la semaine, mais il y avait un problème de réforme nécessaire des rythmes scolaires sur l'année. Monsieur le ministre, la question qui m'est posée par les enseignants d'une commune qui s'appelle Esther, dans le Nord, une petite ville, dans laquelle on est mobilisé là aussi pour le rythme scolaire. Ce n'est pas des adversaires, c'est des gens qui posent des questions. Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'engager une réflexion autour de ce projet de réforme du calendrier annuel et de la faire aboutir? Deuxième question, elle est récurrente. Quelle garantie l'État assure-t-il aux collectivités locales pour pérenniser l'aide si le fonds d'amorçage reconduit pour 2014-2015 se tarit? J'entends bien que vous avez appelé ou rappelé tout à l'heure que nous devons tous lutter contre les dépenses. Mais là, vous nous incitez à des dépenses supplémentaires et comme les collectivités locales ne peuvent pas utiliser deux fois l'effort qu'elles vont pouvoir faire pour l'éducation, si nous le faisons pour les rythmes scolaires, nous ne l'aurons pas pour d'autres aides apportées aux écoles qui peuvent également permettre aux enfants de réussir mieux. Alors, nous souhaiterions que l'on puisse avoir des éléments d'évaluation pour savoir si c'est la réforme des rythmes scolaires ou si c'est la modernisation des équipements, des écoles, etc., qui permettront à nos élèves de réussir mieux et donc nous aider à faire les bons choix. Et je crois que c'est une demande légitime de la part des uns et des autres et positive. Une autre question aussi, je pense qu'elle n'est pas inintéressante. La multiplicité des adultes qui auront les enfants en charge et les conséquences de l'univers éducatif ont-elles toutes été évoquées ou évaluées? Personnel de garderie, de restauration scolaire qui s'ajoutent déjà aux enseignants et aux intervenants scolaires, le morcellement du temps de l'enfant et la perte de ses repères risquent d'être des facteurs négatifs dans son développement et ses acquisitions. Voilà une question qui m'est posée, pour laquelle j'aimerais avoir également votre sentiment. Merci, Monsieur Legendre. Monsieur le ministre, pour une information complète, notre mission commune d'information avait décidé d'élaborer un questionnaire assez simple qui a été transmis à l'ensemble des sénateurs et nous avons quand même 60 questionnaires qui nous ont été, qui nous sont parvenus. Nous en avons fait une synthèse qui va être donc publiée dans notre rapport. Madame Michel. Oui, moi je viens d'un département où l'application des rythmes scolaires de cette modification s'est faite à plus de 70% dès 2013. Ça a posé des problèmes de mise en place comme partout, mais considéré comme une expérimentation, pas plus qu'ailleurs. Il y avait une volonté d'appliquer cette réforme et elle s'applique bien. Ma question ne concerne pas les Landes, mais ma lecture avec Madame la rapporteure juste avant cette réunion, nous avons lu la Marseillaise et nous avons vu que Jean-Claude Gaudin, à l'issue du conseil municipal hier, a conclu en disant qu'il n'appliquerait pas les rythmes tant qu'ils ne seraient pas payés par l'État. Donc moi, ma question, c'est comment faire, enfin, qu'est-ce qu'on peut envisager pour éviter que cette décision, ce refus d'application ne fasse école? Merci beaucoup, Madame Michel. Madame Gillot. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi j'ai bien noté que vous maintenez l'affirmation des 5 matinées d'apprentissage comme fondement d'une meilleure réussite d'apprentissage des élèves. C'est un objectif qui est poursuivi par la loi de refondation de l'école. Et je rappelle à nos collègues que ce n'est pas simplement un décret, hein, c'est une loi qui a été discutée, amendée, adoptée par le Parlement. Hein, cette loi qui est une des lois fondamentales maintenant de notre République. Donc, alors il y a eu plusieurs questions sur la compréhension de votre assouplissement, donc je n'y reviendrai pas. Simplement, je voudrais vous demander, pensez-vous que donner la possibilité de regrouper les activités périscolaires en une seule demi-journée,
donc un après-midi, respecte le principe de la refondation d'école qui visait l'allègement de la journée de classe des enfants en permettant la découverte éventuelle d'activités culturelles, sportives, éducatives, ludiques, propices à l'éveil des enfants dans un temps de l'enfant qui se trouve à l'école. Et je rejoins les constats et les propositions de mon collègue Gattolin. Je pense que la meilleure solution, la meilleure organisation, c'est de maintenir un horaire d'accueil des enfants de 27 heures avec 24 heures d'enseignement et puis 3 heures d'activité, alors plus ou moins qualitative en fonction de la formation des agents, hein, de la formation des intervenants, mais avec une harmonisation de la prise en charge des enfants et une confiance établie dans cette prise en charge. Parce que moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelque temps, les parents se satisfaisaient, étaient très heureux que leurs enfants découvrent un après-midi l'activité à la ferme d'à côté, chez le boulanger, voilà. Et à ce moment-là, personne ne se posait la question de savoir si le boulanger, la fermière avait le BAFA, avait les compétences, enfin tout ça. Bon, les enfants étaient sous la responsabilité de leur enseignant, mais dans les activités périscolaires, ils sont sous la responsabilité d'un responsable de l'éducation communale qui a toute compétence pour assumer cette responsabilité sous l'autorité du maire. Donc je vois bien qu'aujourd'hui, les maires sont très, très anxieux à l'idée d'avoir une responsabilité particulière dans l'organisation de ces temps nouveaux, mais quand on organise des centres de loisirs, quand on organise des camps de vacances, on a déjà cette responsabilité-là. Et je pense qu'il ne faut pas complexifier au maximum un cadre qui mérite d'être souple dans l'intérêt des enfants et de faire en sorte que l'école soit le lieu bienveillant d'accueil des enfants pendant un temps où, un moment, ils sont sous la responsabilité de l'éducation nationale, un moment, ils sont sous la responsabilité du maire, et il y a des lieux de discussion et de cohérence de ces partenariats qui font que la responsabilité peut être précisée. Ensuite, vous parlez d'alléger la semaine en réduisant le nombre d'heures d'école par semaine en étalant ces heures sur les vacances. Alors, ne craignez-vous pas de créer de la confusion dans la cohérence des emplois du temps, des calendriers, des temps de vie professionnelle, familiale, déjà difficile à faire concorder s'il s'agit d'une petite commune et à l'intérieur d'une organisation départementale qui ne prévoit pas ce type de dérogation. Pardonnez-moi, Madame Gillot, j'ai encore Madame Oui, Laborde qui souhaiterait intervenir. Je suis désolée, Madame Trottel, mais chaque fois que je prends la parole dans cette mission, c'est toujours à la fin que vous me la donnez. À chaque fois, vous me dites que je suis trop longue. Non, vous n'êtes pas la dernière, Madame. Alors, vous n'êtes pas la dernière. J'ai encore deux questions. Je voudrais aussi rappeler que le CNFPT s'est organisé pour offrir des formations conventionnelles aux collectivités locales pour améliorer, élever le niveau de qualification des personnels communaux qui seront amenés à prendre en charge les activités éducatives complémentaires, les TAP. Mais là aussi, attention de ne pas trop complexifier les cadres, parce que sinon, on n'a plus de possibilité d'agir et on est paralysé par la peur de la légalité. Et puis, sur l'efficience sur le terrain des inspecteurs de l'Académie et des DAZEN pour accompagner les collectivités, bon, moi, je pense qu'il y en a qui sont tout à fait prêts. Simplement, ils ont eux aussi une paralysie par rapport à l'organisation des temps d'enseignement de leurs élèves. Moi, je me suis fait répondre que c'était très compliqué d'organiser les temps partiels et les temps pleins, les remplacements, l'accueil des stagiaires, les formations, quand les emplois du temps n'étaient pas cohérents d'une commune à une autre. Donc ça, c'est une difficulté que votre administration doit dépasser pour pouvoir répondre justement à cette conjugaison des temps de l'enfant pris en charge à la fois par l'éducation nationale, à la fois par les collectivités locales, dans l'intérêt des enfants et pas simplement dans l'intérêt des adultes. Merci beaucoup, Madame Gillot. Madame Laborde.
Merci, je vous promets que je vais être très très courte. Parce que justement, il faut avoir le temps de la réponse. Mais je vais rebondir sur la dernière remarque de ma collègue, parce que je pense, d'abord, Monsieur le Ministre, vous remarquez que c'est toujours aussi passionné quand on parle d'éducation nationale, et que notre mission va se terminer, mais elle pourrait durer encore une année, et peut-être qu'on demandera une prolongation. Parce que... Excellente idée. Voilà, parce que vu que c'est évolutif, il faut que nous puissions continuer à travailler. Donc juste sur l'éducation nationale, parce que c'est bien là le souci, c'est qu'on a une loi qui s'appelle refondation et on a des rythmes scolaires. Et c'est l'éternel problème, et donc toute cette passion où nous sommes sénateurs et nous parlons pour l'intérêt général, mais bien sûr nous sommes aussi partie prenante sur certaines communes et nous sommes aussi intérêt particulier. Et en plus, on peut être papa de 2 petits-enfants. Donc, c'est vrai que chacun... Moi, je suis grand-mère, mais je ne la fais pas aujourd'hui, puisque vous avez fait papa, je ne fais pas mamie. Mais c'est pour bien vous montrer que l'intérêt général et l'intérêt particulier dans l'éducation des enfants se trouvent très mélangés. Donc, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Dominique Gillot, c'est en effet l'organisation, parce que plus on va donner de liberté au rythme scolaire, plus on aura de difficultés à gérer le rythme. Donc vous, éducation nationale, avec les temps partiels, est-ce que un enseignant qui fait par exemple 4 décharges de directeur va arriver à gérer son temps, puisqu'il ne tombera pas sur le temps exact, voilà. Et je voulais bien sûr rebondir sur mon collègue, puisqu'il me l'a enlevé de la bouche. Je suis, si vous ne le saviez pas encore, Madame Laïcité, très à fond. Et c'est sûr que si on laisse trop de liberté et que tout est facultatif, les enfants, j'allais dire, allez, de familles aisées peuvent très bien aller faire autre chose et aller au conservatoire ou ailleurs. Les enfants de familles moins aisées profiteront, si leur commune est aisée, de choses. Et peut-être qu'on a aussi un certain communautarisme qui pourra s'installer parallèlement. Voilà, mais je ne vais donc pas rebondir sur toutes les questions, mais je pense que... Bon courage. Merci Madame Laborde. Monsieur le Ministre, 2 questions sèches que je souhaiterais vous poser sans avant-propos. Sèche dans le sens pas d'avant-propos. Les pressions sur les maires pour renégocier l'organisation et concentrer l'étape sur le vendredi après-midi, vous vous en doutez bien, vont être très très fortes. On parle du rythme des enfants. Si, d'aventure, comme beaucoup de maires l'ont exprimé, c'est le mercredi matin qui sera choisi pour la demi-journée supplémentaire, on peut se retrouver avec des enfants qui n'ont plus cours et qui sont à partir du vendredi midi, samedi, dimanche. Alors que tous les chronobiologistes semblent dire que ce serait mieux le samedi matin. Donc, il y a effectivement un risque que les enfants, pendant 2 jours et demi, ne sont plus dans la cellule scolaire et se retrouvent le lundi matin. Deuxième question, que se passe-t-il à l'issue des 3 ans d'expérimentation? Les maires seront-ils contraints de revenir au régime commun du décret de M. Peillon? Et sur quels critères, Monsieur le Ministre, allez-vous tenir compte des... sur quels critères et en tenant compte de quelles contraintes allez-vous procéder à l'évaluation des organisations expérimentales que vous apprêtez à autoriser? Voilà, c'était un peu... Merci, Monsieur le Ministre, à vous. Alors, bon, j'ai énormément de questions, je vais essayer de le faire avec quelques petites fiches, là, mémo. Bon, d'abord, dans l'ordre, monsieur le sénateur Delège qui va poser plusieurs questions extrêmement précises. Plus généralement, je vous remercie sur la qualité de l'échange que nous avons, parce qu'il est, il est constructif et aussi constructif que ce qui me revient de partout, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a consensus sur le diagnostic et qu'on recherche ensemble des solutions, à ceci près que il y a une variété de communes autour de nous, que les expériences ne sont pas les mêmes, que les tailles ne sont pas les mêmes, que les moyens ne sont pas les mêmes, et que on a d'abord une organisation du temps scolaire nouvelle qui est proposée, et quelque chose de nouveau, une invitation à tous les élus à faire des propositions, dans une démarche qui est une démarche très responsabilisante pour les uns et les autres, de faire des propositions pour une organisation du temps scolaire, ensuite discuter, validé par les IADAZEN, par les rectorats, mais c'est un dialogue qui est un dialogue nouveau. C'est pour ça que je voudrais dire que je trouve que
me soit permis de dire qu'on fait mauvais procès à mon prédécesseur Vincent Payon de ne pas avoir suffisamment discuté, lui qui est à l'origine de ce dialogue-là et qui fait qu'il a lieu partout à travers les intermédiaires qui sont pour nous ceux les recteurs, les inspecteurs d'académie, les DAZEN. Ce dialogue qui me semble fécond. Je veux dire, dans les questions qui m'ont été posées par vous, monsieur le sénateur, notamment celle sur les vacances. Sur le fait qu'on allège le temps hebdomadaire, admettons qu'il passe à 23 heures, ce qui veut donc dire qu'on dégage 36 heures pour 36 semaines, et qu'il faille reporter ça sur le temps des vacances. Le choix devant être fait d'ailleurs, à ce moment-là, est-il imputé sur le temps des vacances d'été, ou l'est-il sur un autre temps de vacances? Objectivement, aujourd'hui, je crois qu'il faut respecter des rythmes entre les coupures qui sont celles qui ont lieu tout au long de l'année, en dehors des vacances d'été, et le temps de ces coupures qui doit être suffisamment long, 15 jours, pour qu'il puisse permettre une vraie récupération des enfants, parce que s'il est trop rétréci, ce temps des vacances d'hiver, de Noël, et de printemps et de Toussaint, il a aussi un impact sur les capacités d'apprentissage des enfants. Donc on pense assez naturellement aux vacances d'été. J'ai vu que, alors je veux les rassurer en même temps, la réaction extrêmement rapide des professionnels du tourisme qui voyaient là une remise en cause de leurs activités. Je propose d'ailleurs, si je peux être entendu, qu'on s'épargne les discours apocalyptiques sur une semaine de vacances en moins dans 3 communes d'un département, d'une région, ne vont pas entraîner des cohortes de licenciements dans les campings, les hôtels, les restaurants et toutes les activités de loisirs. Donc moi je respecte toutes les professions, mais qu'on s'évite ce type de message tout à fait inutile dans une période où on a besoin, je crois, et c'est l'état d'esprit qui est ici, que face à des problèmes que l'on analyse ensemble, dont on fait le même diagnostic, qu'on se dise comment on peut essayer de trouver des solutions, puisque c'est exactement comme ça, je crois que vous avez commencé votre intervention en disant on cherche, en tout cas on veut trouver des solutions. Donc, dans ce cas-là, quand il y aura une proposition de cette nature-là, si c'est moins de 24 heures, elles seront évidemment, dans le cadre d'une proposition conjointe de plusieurs communes, elles feront l'objet évidemment d'une saisine du Conseil général pour consultation, d'une décision à la fin de l'inspecteur, du recteur d'ailleurs en bout de course, comme de la même manière, quand c'est sur une seule commune, quand on propose des vacances plus courtes, il y aura décision sur la base de la proposition du maire. C'est déjà le cas. Je veux dire, j'ai déjà des propositions sur la table qui me viennent. Je ne peux pas donner le nom de commune, je ne veux pas gêner les maires, eu égard au fait qu'ils m'ont fait des propositions et que ça les gênerait que ça se sache aujourd'hui. Mais j'ai déjà des propositions de villes importantes qui n'étaient pas passées encore au nouveau rythme, qui intègrent cette proposition-là, qui sera là examinée, évaluée par les recteurs, et dans la plupart des cas, je pense, autorisée, dès lors qu'elles s'entourent de toutes les précautions, les soins nécessaires à l'intérêt de l'enfant. Ce qui me réjouit, je vais vous dire, d'ailleurs, quels que soient les chronobiologistes qui parlent, ou les psychologues en l'occurrence, qui parlent sur le sujet des rythmes, c'est qu'il y ait accord sur les 5 matinées. Et plus personne n'en déroge de ces 5 matinées. Et j'ai d'ailleurs dit une bêtise tout à l'heure, j'espère que vous me pardonnerez. Le texte prévoit que ce ne soit pas forcément 5 matinées successives. Si c'est le samedi matin, cela peut être aussi le samedi matin. Ce qui permet d'ailleurs, pour répondre par anticipation à une question qui m'était posée par vous-même sur le fait qu'on libère une après-midi, que ça puisse être le vendredi après-midi, l'optimum en termes de rythme, c'est effectivement de respecter non seulement le matin, comme avec des heures de lever qui soient identiques, mais aussi d'éviter que les temps de rupture dans la semaine ne soient pas trop longs, parce qu'en clair, pour faire simple, l'expression n'est pas très jolie, mais le lundi matin, on redémarre la classe, quoi. Et au sens où on la redémarre, c'est qu'on redémarre tout le monde. Le professeur y compris, sans doute, qui doit redémarrer, se remettre dans le rythme de sa classe. Et plus la rupture a été longue, plus le temps pour redémarrer peut apparaître parfois long. Et en tout cas, plus la désynchronisation peut nuire à la qualité la concentration nécessaire pour apprendre. Donc, effectivement, l'optimum, il pourrait être là.
j'observe aujourd'hui que nous recherchons la réalisation d'une réforme qui est dans l'intérêt de l'enfant dès lors qu'il y a 5 matinées, que nous essayons de la rendre compatible avec les réalités de terrain sur les demandes des élus, les demandes des professeurs, les demandes des parents d'élèves, les besoins qui sont ceux des enfants. Je pense à la montagne, par exemple. La montagne, nous avons là des spécificités dans l'organisation du calendrier scolaire liées au temps nécessaire et à des mercredis qui peuvent être libérés quelques fois dans l'année pour faire du ski, qui suppose là d'organiser le temps différemment. Donc on a là des questions. C'est le travail de tous les élus que vous êtes, une fois les principes de la réforme posés ou de vos choix confrontés au terrain, c'est la manière dont on aménage ces principes, dès lors que ces principes ne sont pas remis en cause, la méthode qui est associée à la réussite de la réforme. Nous sommes là dans cette phase de mise en œuvre de la réforme et il est clair que les parents d'élèves, ce ne sont pas des concepts. Les professeurs, ce ne sont pas que des concepts, les enfants non plus et les élus non plus. Donc comme il ne m'appartient pas de manipuler seulement des concepts, mais de discuter avec des êtres de chair et de sang qui ont des convictions, des revendications, des demandes, des mécontentements, des aspirations, des espoirs et des enthousiasmes, on doit arbitrer entre tout cela. Et c'est ce que nous avons recherché, l'intérêt général à travers les 5 matinées, donc que ce soit en continu le mercredi matin ou le samedi matin. Et ensuite, une organisation du temps scolaire qui, en règle générale, c'était le décret Payon, on va l'appeler comme ça, prévoit 9 demi-journées, avec ce complément qui vient proposer de nouvelles expérimentations, permettra de dégager une après-midi qui pourrait être le vendredi après-midi. Et si vous voulez la conviction du ministre de l'Éducation ou ce qui pourrait être sa préférence, je ne souhaite pas, moi, ma préférence, mon vœu, ne va pas à ce que ce soit principalement le vendredi après-midi que l'on dégage le temps périscolaire. Je vois bien en quoi ça peut faciliter le déblocage de certaines situations, mais ça n'est pas ma préférence personnelle. Sur les chronobiologistes, parce qu'on en parle, il y en a qui sont plus cités que d'autres. Bon, en même temps, notre travail se fonde sur les travaux de l'Académie de médecine, de l'Académie de pharmacie et de quelques sommités qui préconisent ce qui a été pensé dans le cadre du premier décret, ce qui le complète aujourd'hui. Je ne doute pas que, comme dans toutes les familles, il y a des sensibilités, ou des chapelles, des sous-chapelles, et qu'il y en ait toujours une pour être plus contente ou plus mécontente que d'autres de ce que nous faisons. Je pense que, en tout cas, nous sommes là sur un point d'équilibre qui est un point d'équilibre important. Sur l'étape, et la question qui m'a été posée, est-ce que mon centre de loisirs est finalement, dès lors que c'est un service public facultatif, c'est effectivement, il est juridiquement, vous m'avez posé une question, que la réponse est oui, c'est dans ce cadre, on peut parfaitement organiser des activités périscolaires sur une après-midi qui serait libérée. La question que vous me posiez aussi, c'était, puis-je revenir sur l'organisation de mon temps? Là encore, je vais vous dire mon vœu, mais après je vais vous dire le droit. Mon vœu, ce serait que, évidemment, parce que ça ne va pas se passer ainsi, heureusement, mais qu'on ne reprenne pas toutes les copies, parce que tout le temps qu'on prendra à refaire les copies, on ne le prendra pas à aider tous celles et ceux qui n'ont pas encore validé, pour des bonnes raisons, leur organisation du temps scolaire, à le faire. Et alors vous allez me dire, mais monsieur Hamon, faites donc un moratoire. Mais pourquoi je vous répondrai non à ce moratoire? Parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'hélas, les problèmes d'aujourd'hui seront les mêmes demain, et qu'on me dira, au nom du fait que ces problèmes ont persisté, qu'il me faut un moratoire encore pour l'année d'après. Je pense que cette question du moratoire, je l'ai entendue, je ne crois pas que ce soit la bonne réponse aujourd'hui aux problèmes tels qu'ils sont posés. Et je rajoute, puisque là encore la question m'a été posée par vous, madame la sénatrice, que se passe-t-il si un maire décide, non, je n'ouvre pas? Bon, d'abord, je le dis, ce ne serait pas très responsable. Et puis, cette décision d'organiser le temps scolaire, elle relève de l'État, d'une disposition qui est dans le préambule de la Constitution de 1946, qui veut que l'éducation, c'est l'État, et que toutes les dispositions, y compris légales, relèvent de l'État. Et qu'il décidait de ne pas ouvrir une école le mercredi matin parce qu'on n'est pas d'accord, ou le samedi matin, je trouve que, honnêtement, ce serait une forme d'impasse dans laquelle je suis certain, par contre, qu'on ne trouvera que très très peu d'élus et de maires. Si cette situation devait... ma conviction, c'est qu'il n'y en aura pas.
Pourquoi? Parce qu'on travaille à ce qu'il n'y en ait pas et à répondre aux problèmes quand ils existent. Donc, un vœu d'un conseil municipal, je le respecte. C'est une invitation pour moi à discuter et à trouver des solutions, pas à faire un communiqué pour dire c'est scandaleux que tel conseil municipal ait fait tel vœu disant que... voilà, moi je prends ces vœux-là pour une invitation. Alors, ce qui n'est pas non plus un encouragement à ce qu'il y ait des vœux dans tous les conseils municipaux pour dire qu'on ne va pas faire la réforme des rythmes, hein, que ce soit clair. Mais je prends non, mais c'est pas ça, c'est que je veux être très honnête. Je regarde les situations telles qu'elles sont et j'ai appelé moi-même Jean-Claude Gaudin avant ce vœu. Nous avons convenu que nous travaillerons et donc on va travailler. Et je lui dis que le recteur de l'Académie de Marseille, monsieur Ali Saïb, est à son entière disposition pour travailler avec lui à lever les difficultés qu'il peut y avoir sur cette ville. Ça m'invite à vous répondre en tout cas à apporter une réponse. C'est une réponse en même temps à la question: le fonds va-t-il être prolongé ou pas? Parce que c'est aussi une demande du maire de Marseille comme d'autres maires. Le fonds a déjà été... il y avait plusieurs hypothèses. La première, c'était de ne faire un fonds d'amorçage que de manière incitative la première année pour encourager tout le monde à s'y mettre en 2013. Et dire 2014, alors là, on n'accompagne plus, il faudra juste se contenter de ce qu'on peut faire du côté de la CAF. Où là, les financements sont pérennes puisqu'ils financent du périscolaire. Mais nous avons fait le choix, au contraire, choix politique, de dire le fonds sera pour l'année de généralisation, et c'est un arbitrage obtenu par Vincent Payon, qui était un arbitrage qui ne coulait pas de source, eu égard effectivement au contexte budgétaire. Mais je m'empresse de dire qu'il est quand même logique, dès lors que la priorité de ce gouvernement, réaffirmée par le président de la République, c'est la jeunesse et l'école et la refondation de l'école de la République. La question qui est posée par plusieurs élus, c'est peut-on prolonger ce fonds? Et là, il existe plusieurs scénarios qui seront appréciés, mais qui ne m'appartient pas de trancher aujourd'hui. Une extinction sifflée, pas de reconduction parce que les moyens sont aujourd'hui très contraints, une reconduction intégrale qui me paraît aujourd'hui compliquée à mettre en œuvre et à programmer. En tout cas, cette demande, elle est portée par l'AMF. L'AMF en parle, ils me l'ont formulé. Je crois aujourd'hui surtout que nous avons déjà pris un engagement pour cette année, qui est un engagement fort, qui me semble être de nature, en tout cas dans beaucoup de communes, à faciliter ou à permettre la mise en œuvre d'une réforme paisible des rythmes scolaires. Quand je dis paisible, ça ne veut pas dire que tout le monde sera heureux immédiatement, mais là encore, on sait très bien de toute façon que quand on veut changer les choses, et en plus à l'école, c'est quand même peut-être plus difficile qu'ailleurs, parce qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, concernés par ce qui se passe à l'école. Sur l'intervention de M. Husson, sur les regroupements pédagogiques intercommunaux multisites. Je comprends ce point-là, qui est un point tout à fait important. C'est pour ça que j'ai cherché, moi, les moyens de mutualiser. On m'a posé cette question, y compris ici cantine, ici école, cette commune, et nos enfants se répartissent. Moi, je me suis posé la question, et pas seulement pour alléger les coûts, c'est comment, à travers la libération d'une après-midi, on répond à cette situation où, parce qu'on a un regroupement sur un seul site, voire sur plusieurs sites, d'activités qui sont des activités qui correspondent à un intérêt de plusieurs communes, on arrive à avoir des solutions adaptées à ces réalités-là. Donc, je crois qu'on y arrive par le décret. Cela étant dit, nous ferons preuve de discernement. Vraiment. Et moi, je ne dirais pas, écoutez, là, c'est sot parce que, à la ligne près, au détail près, des 7 maires qui ont travaillé, cherché une solution et eu le sentiment d'être dans les clous des 5 matinées, par exemple, l'auraient trouvé, mais à la virgule près, ça ne collerait pas avec le décret. Nous ferons preuve de discernement, et c'est aussi ce que j'ai demandé aux recteurs qui sont parfaitement disponibles. Donc nous regarderons là, et c'est pour ça que la situation de l'Axou est intéressante, ce que vous avez évoqué, parce que là il y aura une évaluation. Parce que je comprends que d'ailleurs l'Axou discute avec nous, faisait ça depuis longtemps,
pourrait mettre en œuvre des dispositions en lien avec les expérimentations permises par le nouveau décret. Donc, sera l'objet d'une évaluation, comme toutes les communes, au bout de 3 ans. Et après, nous déciderons de la prolongation ou pas. Si, au terme de l'évaluation, on se rend compte qu'on a des expérimentations qui ont un effet radicalement contraire à l'objectif recherché, elles seront remises en cause. Mais l'objectif de ces expérimentations, c'est qu'elles puissent justement être évaluées et permettre derrière leur prolongation dès lors qu'elles répondent aux intérêts des enfants. Je redis que le projet de circulaire intègre, c'est dommage que vous ne l'ayez peut-être... mais plusieurs d'entre vous doivent, s'ils sont membres du CSE, l'ont peut-être reçu, puisque nous avons transmis au CSE le projet de décret de circulaire. On peut l'envoyer, je pense, aux membres de la mission comme document de travail si vous le souhaitez, mais ce n'est qu'un projet. Hein. Je le veux dire, parce que tant qu'il n'est pas validé, prenez-le. Si vous le voulez, moi, je n'avais pas de difficulté à faire, si on le prend comme un projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire circuler après, derrière, comme le texte qui va être définitif. Hein. Donc, ce que je vous promets, c'est qu'après le CSE, la semaine prochaine, je vous transmets immédiatement le texte de cette circulaire. Sur le fonds d'amorçage, j'en ai dit un mot. Monsieur Legendre, qui a évoqué, là encore, les 5 matinées, les remarques d'une psychologue chronobiologiste qui émettait des critiques. Bon, je vous le dis, aujourd'hui, nous travaillons sur les bases... Oui, non, mais j'entends, mais... Nous travaillons, nous, sur les bases de travaux qui sont aussi ceux, je le redis, de l'Académie de pharmacie, de l'Académie de médecine, mais sans contester la qualité de ces travaux. C'est vrai que dès lors qu'on fait un temps qui va au-delà des 5h30, qui peut aller à 6h parce qu'on concentre sur une après-midi, on peut avoir aussi des remarques qui nous sont faites. Le principe pour moi, c'est les 5 matinées. Les aides financières, je les ai dit. Vous avez évoqué le temps de l'enfant et l'organisation finalement aussi du calendrier scolaire sur l'année, avec des possibilités donc d'expérimenter un rétrécissement en quelque sorte des vacances scolaires. Ce sera soumis donc à l'accord des recteurs, donc à évaluation et validation, mais nous intégrons là une dimension tout à fait nouvelle qui existait auparavant sous forme d'expérimentation depuis, je crois, 1990, a été remis en cause par la réforme d'Arcos, va être réintroduite et qui va dans le sens de ce nombre de demandes de professeurs, de parents d'élèves qui peuvent le souhaiter aujourd'hui et qui pourront voir leurs souhaits, en tout cas, expérimentés dans leur commune, si évidemment il y a consensus autour de cela. Sur ce qu'a dit Madame Michel, je crois avoir répondu sur le respect de la loi, eu égard à ce qui peut être initié ailleurs. Bon, je trouve que le climat s'apaise. Voilà. En tout cas, je le souhaite. Et moi, je pose les actes pour. Parce que l'école mérite autour d'elle un climat apaisé pour qu'en son sein, il y ait un climat apaisé. Parce que c'est trop facile de vouloir que les enfants soient instruits, éduqués dans les meilleures conditions, dans un climat le plus apaisé qui soit, si par ailleurs, autour, tout le monde s'écharpe, décide d'ouvrir ou de ne pas ouvrir selon ses propres convictions. Non, il y a des règles. Et le message qui doit être celui du collectif que nous sommes d'élus, où c'est d'avoir un message pédagogique à l'égard de nos concitoyens. Vous savez, il y avait une étude, bon, en l'occurrence, dans un certain nombre que je vous invite à prendre avec beaucoup de précaution, parce qu'elle ne correspond pas tout à fait aux travaux que nous avons faits sur les situations de harcèlement ou d'agressivité à l'égard des directeurs d'école.
Je dis ça pourquoi? Parce que l'Observatoire international des violences scolaires a dit que l'auteur de cette étude n'était pas chercheur auprès de l'Observatoire. Bon, mais peu importe, nous avons, nous, dans le cadre de la délégation interministérielle qui avait été mise en place par M. Châtel de prévention, de lutte contre les violences scolaires, nous avons aussi un certain nombre d'instruments de mesure sur le fait que des directeurs d'école peuvent parfois être en situation d'être insultés, voire même bousculés, voire frappés, ce qui existe heureusement dans que 0,2% des cas par des parents d'élèves dans des situations très conflictuelles. Et on constate donc que, évidemment, l'école n'est pas à l'abri des violences de l'extérieur, des inégalités de l'extérieur, de la brutalité qui peut être celle aussi de la vie, notamment en période de crise. Mais il nous revient dans ce moment-là, au moment où on parle d'organiser le temps scolaire au profit des enfants, de nous ne pas finalement importer dans l'école ce qui peut être l'âpreté parfois du débat politique, allant jusqu'à dire non, je n'ouvrirai pas, non, il n'y aura pas, la loi ne s'appliquera pas chez moi. Ça, je le dis parce que je pense que la dimension pédagogique ou éducative de ce message est totalement contre-productive, pour le coup, à l'endroit de toutes celles et ceux, enfants, adolescents, jeunes adultes ou adultes, qui apprennent ou transmettent ou travaillent à l'école. Donc ça, c'est mon message personnel de ministre de l'Éducation. Donc moi, je travaillerai à l'apaisement. Ce que M. Gattolin a dit sur Gennevilliers, sachez que, M. le sénateur, nous avons aujourd'hui le projet de Gennevilliers entre les mains, que nous y travaillons, et que nous y travaillons à trouver des solutions qui soient adaptées à aux problématiques de la ville de Gennevilliers. C'est comme le cas de... Pour dire, voilà, on travaille avec de bons espoirs de succès sur cette ville comme beaucoup d'autres. Et bon, il n'y a pas de cas insurmontable. Hein, honnêtement, je n'en connais pas jusqu'ici d'insurmontable. Alors, en disant ça, je prends des risques, je vois bien, parce que ça va être parce que je tente le diable, mais je ne crois pas qu'il y ait de sujet insurmontable. Voilà. Sur Madame Gillot, là encore, sur le regroupement sur une demi-journée, ce sont des projets expérimentaux qui sont soumis à l'évaluation, et l'évaluation sérieuse, et donc oui, et autorisation des rectorats et des autorités académiques. Nous n'allons pas... le décret qui complète le décret initial n'est pas là juste pour faire passer la réforme coûte que coûte, en remettant en cause les principes de cette réforme. En clair, ce n'était pas une manière de réintroduire les 4 jours d'une manière déguisée, pour qu'en clair, on ait une forme de simulacre de réforme qui aurait été remis en cause par un décret complémentaire. Il y aura bien, sur ces expérimentations, autorisation, évaluation au bout de 3 ans, et recherche, évidemment, c'est pour ça que j'ai rappelé les 5 matinées, recherche de l'intérêt de l'enfant comme le principe majeur. Sur le calendrier annuel, je vous rappelle que cela existait depuis 90, la possibilité d'aller mordre en quelque sorte ou empiéter sur les vacances scolaires. Moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le faire, là encore, quand ça répond à un projet pédagogique et quand il y a mobilisation des ressources autour de ce projet et consensus autour de ce projet, ce qui me paraît être évident. Sur ce qu'a pu dire Madame Lagarde, je cherche ma petite fiche, sauf à ce que j'ai déjà répondu à tout, et Madame la Présidente, pour ces questions sèches, là, qui étaient sèches, mais on sait qu'on... mais qui étaient directes, quoi, voilà. J'ai essayé de répondre sur la durée du week-end plus long, pour vous dire ma préférence, et en même temps le fait que, je le redis, le principe des 5 matinées soit maintenu est pour moi l'acquis fondamental. Et après, nous avons déjà 94% des communes qui avaient validé ou étaient en cours de validation une organisation du temps scolaire. Il en restait 6. Sur ces 6, le nouveau décret déverrouille une multitude de situations.
Le nouveau décret complémentaire au premier peut amener à rediscuter une partie des 94, mais je pense que nous serons dans des proportions qui resteront modestes au regard du volume. Moi, je resterai évidemment très attentif à la façon dont les recteurs vont me remonter les retours qu'ils ont des mairies sur ce point. J'entendais, M. Legendre avait évoqué le fait que ce nouveau décret finalement a pu mettre un peu de confusion supplémentaire là où il voulait clarifier. Bon, je reconnais que c'est pas simple puisqu'on est dans un environnement médiatique où si on n'arrive pas à toucher tout le monde, qu'on entend dire que le ministre a pris un nouveau décret, faut supposer qu'il soit restitué correctement dans tous les médias. C'est vrai que c'est difficile, y compris pour les journalistes, de pouvoir restituer l'essence même d'un texte en quelques lignes, quelques mots, etc. C'est la raison pour laquelle, d'abord, j'ai demandé à mes services de prendre contact directement avec les maires. C'est la raison pour laquelle je souhaite et j'entends mettre en œuvre une grande campagne publique d'information sur la prochaine rentrée scolaire et les rythmes, qui assume la position du gouvernement sur cette réforme des rythmes. C'est la raison pour laquelle j'écrirai à tous les parents d'élèves du premier degré pour leur dire ce qui se passera à la rentrée prochaine et que j'entends bien que le gouvernement dise clairement aux élus qui ont à organiser le temps périscolaire, même si je le dis c'est facultatif pour eux-mêmes et pour les enfants, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui se désintéressent fondamentalement du temps périscolaire. Donc je comprends que quand je leur dis c'est facultatif, ils disent c'est facultatif, mais bon, si je m'en désintéresse, je m'en désintéresse quand même des enfants de ma propre commune, c'est quand même dommage. Et ce c'est pas dans l'idée que je me fais de mon mandat, donc effectivement ils s'impliquent, mais j'entends leur parler à eux, comme j'entends parler évidemment aux professeurs qui m'interpellent et aux parents d'élèves à qui j'écrirai directement et pour les informer de la situation. Je le redis, l'expérimentation, elle court pendant 3 ans. 3 ans, évaluation. À partir d'évaluation, prolongation, dès lors qu'on aura constaté que ça marche. Et si celui ou celle, et j'espère un jour celle, puisqu'il n'y a jamais eu une ministre de l'Éducation nationale, vous vous rendez compte? On n'a jamais une. Jamais. Non mais jamais. Quand même, non mais voilà, dans une profession, 80% des professeurs des écoles sont des femmes. Dans le second degré, on doit être à des proportions qui sont quoi, 60%. Il n'y a jamais eu une ministre de l'Éducation nationale. En découvrant ça, donc je souhaite que ce soit celle qui me succède peut-être dans 3 ans, ou si je ne suis plus là, qui décidera à ce moment-là si un certain nombre des dispositions doivent être évoluées dans le cadre réglementaire. Voilà. Monsieur le ministre, je vous avais demandé, est-ce que vous avez déjà défini des critères par rapport à l'évaluation que vous allez faire au bout des 3 ans? Les critères, ils sont ceux que nous avons retenus sur l'intérêt qui est celui de l'enfant en termes de rythme, les bénéfices que nous serons en capacité de commencer à mesurer sur le décrochage, les apprentissages fondamentaux, les résultats en 6e. On commencera à avoir des instruments qui nous permettront, avec mais oui, les rythmes scolaires, la fatigue, oui, le climat aussi, mais nous aurons là un certain nombre de critères à partir desquels évaluer la réussite de ces projets. Merci à vous, en tout cas, pardon d'avoir été un peu long. Merci, Monsieur le Ministre. Juste concernant la circulaire, qui n'est qu'une proposition pour l'instant, il nous serait agréable à Madame le rapporteur et à moi-même, si nous pouvions en avoir une copie. Nous nous engageons bien évidemment toutes les deux à ne pas en faire usage et à la diffuser de façon médiatique, publiée, etc. Si vous en êtes d'accord, Monsieur le Ministre. Bon. Très bien. Et Madame Cartron souhaitait encore vous adresser quelques mots. Monsieur le Ministre. Alors j'ai droit à 2 mots de la part de la présidence. Donc je vais essayer de mettre un peu de liant. En tout cas, moi je vous remercie par rapport à votre écoute. Parce que je crois que c'est ce qui ressort des sénateurs qui sont présents ce soir. Il y avait un mot qui avait beaucoup crispé, entre guillemets, les sénateurs et les maires. C'était le mot dérogation, parce que chaque fois qu'ils étaient à l'initiative de propositions alternatives, ils étaient soumis à une dérogation, et aujourd'hui vous répondez par le mot souplesse, et je crois que ça c'est quelque chose qui est entendu, et donc cette souplesse concourt à l'apaisement, et donc nous essaierons aussi de faire un rapport apaisé. Merci Madame le rapporteur. Donc en mot de conclusion, Monsieur le Ministre, vous avez beaucoup parlé d'apaisement. J'ai envie de vous dire,
je pense au nom de la Commission, que l'apaisement est déjà là, évidemment, grâce à l'assouplissement, mais aussi par votre présence. Vous n'avez esquivé aucune question, vous avez répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Vous l'avez fait avec beaucoup de perspicacité. Vous n'êtes ministre que depuis 15 jours, mais comme on le disait tout à l'heure avec Madame le rapporteur, vous avez appris très vite, vous avez pris toute la mesure de la difficulté de ce sujet-là, qui est un sujet majeur, notamment pour les élus. Je voulais vous en remercier au nom de l'ensemble de la mission commune d'information. Et Monsieur le ministre, j'attendais, je croisais les doigts, je me suis dit, est-ce qu'il va nous annoncer effectivement une prise en charge pérenne telle qu'elle a été demandée par les uns et les autres. Vous n'avez pas répondu positivement ni négativement. Vous semblez nous faire penser qu'il y a peut-être des possibilités de réflexion encore dans ce domaine-là. Alors pour que votre détermination soit totale, et prenez-le pour un clin d'œil, Monsieur le ministre, et pas comme une provocation, je me permettrai de vous remettre tout à l'heure 153 pétitions des élus de mon département qui souhaiteraient vraiment que l'aide, la prise en charge soit pérenne. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, vous l'avez vu, eh bien, l'échange entre Benoît Hamon et les sénateurs lors de cette audition a été plutôt chaleureux. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale a ainsi pu préciser les contours de son décret complémentaire. Malgré cela, eh bien, il y a toujours un fossé qui subsiste entre les maires, les élus locaux qui ne se sont pas sentis assez accompagnés dans cette réforme et le ministère de l'Éducation nationale. Rappelons que le décret complémentaire de Benoît Hamon hier, eh bien, n'a pas eu l'aval du Conseil supérieur de l'éducation, conseil qui rassemble des parents d'élèves et des représentants de l'éducation nationale. Malgré cela, eh bien, ce décret devrait s'appliquer dès la fin de cette semaine. Voilà, vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Je vous retrouve tout à l'heure à 16h30 pour l'audition de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui va être auditionné sur la conférence de Paris en 2015 sur le climat. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.